Bon, salut Baptiste. Ouais, salut Timothée. Alors du coup, il y avait deux sujets que tu voulais aborder avec moi. Ouais. Et bah écoute, je t'écoute par lequel tu veux commencer. On peut commencer par un sujet plus léger. Vas-y, allez si tu veux. On va commencer pour essayer d'allier sport et études. En plus, c'est pas mal dans le thème de nos études, Ouais. vu qu'on est en STAPS. Ouais. Du coup, pas mal de sport, ouais. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, justement, c'est assez difficile entre quand on est à la fac, on a pas mal d'heures de cours, et du coup, essayer en même temps de trouver l'équilibre entre travailler et si on veut, je sais pas, essayer de percer dans le sport ou des choses Ouais. comme ça. Ouais, si on a des projets sportifs, c'est un sujet intéressant parce que on a tous des projets différents, mais en même temps, c'est pas facile d'allier deux passions en même temps. Hmm. Après, en vrai, je pense qu'en fac, on est quand même un peu avantagé par rapport à des gens qui sont en prépa ou dans Ouais. d'autres cursus. Ouais, c'est clair parce que du coup, on a quand même pas mal d'heures qui sautent, enfin tout ça. Si on compare avec des prépas, tout ça, on a quasiment pas d'heures de cours. Je pense Ouais, comparé à eux, on a des clairement. après-midi comme ça, des journées entières. Parfois, on n'a pas de cours et du coup, comme ça nous permet aussi de trouver un bon équilibre, Hmm. ça libère du temps. Du coup, toi, tu t'en sors comment avec ça? Euh, Attends, juste ton volume de sport par semaine hors cadre Hors STAPS, carte staff. il s'organise comment? T'as combien Alors, d'heures? mon gros problème, c'était l'année dernière. Ouais. Ouais, l'année dernière, c'était très très dur parce que je faisais principalement du badminton à côté. Mhm. Et en fait, au lycée, j'étais autour de 10 heures, 10 heures et plus Ah ouais. hors compétition par semaine. Sauf que au lycée, on travaille pas beaucoup. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, mais je trouve qu'au lycée, au Ouais, niveau quantité de travail, ça dépend des gens, je pense, en ouais, ça fonction des dépend facilités évidemment, aussi. mais des facilités, mais au lycée, quand même, on a quand même bien moins de travail qu'à la fac. Ouais, oui, oui, Parce je que du pense, ouais. coup, on a plus d'heures de cours, mais on a moins de travail. C'est ça. Du coup, ça s'équilibre et je pense que, enfin, ça dépend après comment on s'organisait. Mais du coup, au lycée, j'arrivais vraiment bien à m'organiser. J'avais trouvé mon organisation, notamment en terminale, pour faire 10 heures de sport en semaine, Mhm. hors week-end. Et Ok. parfois, il y a des semaines où je tournais à 20 heures, des choses comme ça. Donc, on Putain. était vraiment, j'étais vraiment sûr parce que j'adorais ce sport-là et je voulais aller le plus loin possible. Hmm. Alors, je comptais jamais passer pro parce que j'avais pas le niveau, j'ai commencé trop tard, et le truc, c'est quand je suis arrivé à la fac, c'était faire 10 heures de badminton en semaine. Je me suis rendu compte que, enfin, pour moi en tout cas, c'était pas possible. J'y arrivais pas. C'était les cours, le boulot qu'on avait à côté, ça faisait un gros changement. Puis en plus, quand on est chez papa, maman, tout ça, il Oui, y il y en a a les temps encore de qui le sont trajet. encore à la fac, mais on rajoute Ouais, temps de trajet. c'est ça. Donc enfin moi c'est 1 heure par jour si on compte tout l'aller et le retour. Donc ça enlève déjà 1 heure dans le temps. Après, faut se faire à manger, faut gérer son Hmm. quotidien, tout ça. Et du coup, je crois que c'était vraiment pas facile. Et du coup, j'en faisais quasiment plus à côté. Ok, mais du coup, toi, l'an dernier, il me semblait que tu avais un appart. Ouais, Au début d'année, tu rentrais quand même chez tes parents et je après. rentrais le week-end. Je rentrais Ok, oui, les principalement le week-ends, week-end, ouais. d'accord. Ouais, ouais. Ok, on fonctionnait pareil du coup. Ouais, du coup, on avait à peu près, on avait le même fonctionnement. Et du coup, c'est vrai que j'en profitais le week-end pour du coup faire des compétitions. Mhm. Les compétitions de badminton, elles sont le week-end. Et les entraînements, en fait, le problème du badminton, c'est que les entraînements, ils sont le soir. Ouais. Et le problème, c'est que quand on se lève tôt, quand on est un gros dormeur comme moi et quand on fait beaucoup de sport, en général, les sportifs ils vont se reconnaître. Quand on fait du sport, on a besoin de beaucoup dormir. Enfin, en Hmm. général, on est fatigué et on a besoin de pas mal d'heures de sommeil parce que ça fait partie de la récupération, le Ouais. sommeil. Et c'est vrai que c'est compliqué d'allier les deux, surtout quand on se lève tôt, qu'on a un temps de trajet, puis après derrière, en cours, faut y aller. Puis nous, quand on est en Ouais. STAPS, tu t'entraînes le soir, mais le lendemain, tu peux avoir du sport. Ouais, c'est ça. Au niveau de. Toi, quand t'es entré en STAPS, enfin, genre les premières semaines, les premiers mois peut-être, est-ce que t'as ressenti vraiment plus de fatigue et que physiquement t'avais plus de mal à entretenir Ouais, ces heures? Ouais, ouais, aussi, ouais. j'étais vraiment trop fatigué. Hmm. J'ai essayé de maintenir un rythme. Et en fait, j'ai essayé de maintenir un rythme, disons, jusqu'aux vacances de la Toussaint. Bon, on est Ouais. dedans, donc en gros, jusqu'à maintenant. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas possible. J'étais beaucoup trop fatigué, mes muscles étaient épuisés et je commençais à avoir des blessures, pas des grosses blessures, mais mon corps commençait à me dire stop. J'avais des blessures au niveau du dos. En Hmm. général, quand on fait des sports de raquettes, c'est souvent le dos. Au niveau musculaire, au niveau des jambes, quadriceps, tout ça. Et c'est vrai que ça m'handicapait après même pour mes études parce que du coup quand on fait des études en STAPS faut être aussi un minimum performant en cours pour avoir pour réussir son année et pour progresser dans la discipline, donc c'était un gros problème. Mais j'ai l'impression que il y a beaucoup d'élèves de STAPS qui sont passés par cette phase de trop d'entraînement par semaine. Je sais que l'an dernier, nous, en athlétisme, on a eu une hécatombe de blessures. Moi, c'est quand on a commencé le cycle d'athlétisme, c'était au premier semestre Ouais. que j'ai commencé à me blesser dans tous les sens et que, ouais, niveau entraînement, ça a eu un gros impact. Mais ouais, c'est ce qu'il disait encore cette année. Il disait, on en parlait en fait dans notre cours de spécialité.
qui est base méthodologique de l'entraînement sportif, où en gros, le prof il nous expliquait que le nombre de chocs que tu t'infligeais quand tu rentrais en STAPS, il changeait parce que si tu étais habitué à travailler le haut du corps, des fois tu avais plus de chocs en bas du corps, ou vice versa. Et du coup, ben, tes articulations, tes tendons, enfin tout ton système dans ton corps, il n'était pas habitué. Ça causait pas mal de traumatismes, et c'est pour ça qu'en STAPS, au début de la première année, on a eu plein d'élèves qui allaient voir des kinés, qui avaient plein de problèmes comme ça. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un gros problème, mais du coup, après, bah, faut essayer à réguler. Et bah, moi, j'ai régulé de manière assez définitive, j'ai quasiment stoppé l'entraînement. Parce que je suis arrivé dans pas mal de blessures, et du coup, je pouvais plus. Je pouvais plus, mon corps il me disait c'est pas possible. Donc le problème c'est que si je continuais sur l'entraînement auquel j'étais habitué, 10 heures de sport hors la fac, je me retrouvais à 20 heures de sport par semaine, Ouais. hors week-end. Et c'est vrai que bah, après, alors pour certains, ceux qui sont sportifs de haut niveau, ils vont dire bah, c'est normal. Mais après, c'est quand ça arrive d'un coup, quand ça arrive d'un coup, ton corps est pas forcément préparé. Il faut trouver l'équilibre. Et je pense que cet équilibre, il met du temps à arriver. Bah, moins d'entraînement, mais pas le supprimer complètement. En plus, l'entraînement, quand est-ce que tu peux le placer dans la journée. Oui, il y a ça aussi. Parce que si tu fais du sport, tu peux le placer en milieu de journée, quand t'as pas une après-midi, après du coup, à la fac, t'as des après-midi où t'as pas de cours ou des matinées, du coup, bah, tu peux t'entraîner le matin avant d'aller en cours ou en milieu de journée, donc du coup, c'est plus... Je pense que c'est un petit peu plus facile aussi le sport, la pratique extérieure joue beaucoup aussi sur ton entraînement. Et puis même à la fac en général, moi l'an dernier j'avais tout le temps ça, tous les midis j'avais 3 à 5 heures pour manger. Quand j'avais 3 heures, je me disais, vu que j'habite à Chambéry et que c'est 20 minutes de bus minimum, c'est pas vraiment la peine de rentrer. Donc ça veut dire que si je veux faire du sport, il faut que je trouve un endroit où je puisse faire du sport sur le campus, qu'il faut que j'amène mes affaires. Ça veut dire que je pouvais pas rentrer, c'est 3 heures au final où je faisais rien, ben je pouvais même pas les dédier à un entraînement sportif, donc ça me faisait 3 heures qui pétaient en plus des cours, ce qui fait qu'au final sur ta journée tu trouves quasiment plus le temps de t'entraîner quoi. Bah non, tu trouves plus le temps, après surtout l'hiver, après il fait nuit, si tu fais un sport outdoor, après il fait nuit, donc tu peux moins t'entraîner, enfin ça dépend de ce que tu fais, mais après, c'est vrai que c'est difficile à trouver un équilibre. Du coup, toi, tu l'as trouvé en réduisant ton temps de pratique, Ouais, c'est ça? j'ai réduit mon temps de pratique et puis après, bah, j'ai carrément changé de sport après la fin de ma L1. Ok. Bah, après, c'était un choix lié aux études parce que je me rendais compte que le badminton, c'était pas possible. Et pour moi, alors, je suis un petit peu borné, on pourrait dire comme ça. C'est pour moi, dans le sport, quand je fais un sport que j'aime vraiment, j'ai du mal à faire 1 ou 2 entraînements par semaine. Ok. Parce que j'ai envie de progresser, j'ai envie d'aller le plus loin, enfin j'ai envie d'aller loin et du coup bah un entraînement ou deux, en général c'est compliqué d'aller plus loin. Du coup bah, j'ai carrément changé de sport à la fin de ma L1. Ok. Je me suis mis au vélo de route. Ouais. Donc là je change carrément de sport. Hein. Bah tu retrouves un peu la mécanique des jambes quand même et je retrouve du cardio. Certaine mécanique des jambes et puis du cardio. Et là du coup pour s'entraîner c'est beaucoup plus simple. Ça prend beaucoup de temps le vélo. Énormément de temps parce qu'une sortie en dessous de 2 heures c'est une petite sortie. Alors évidemment ça dépend ce qu'on fait. Si on fait du fractionné en vélo, faut pas aller au-delà de 2 heures, mais si une sortie longue, en général c'est autour des 4 heures. Ces 4 heures là faut aussi les trouver. Ouais bah ouais carrément mais du coup après ces sorties longues moi je les mets le week-end. Je fais une sortie longue le week-end et du coup comme ça moi et puis la semaine bah, je roule 1 ou 2 fois mais avec plus d'intensité mais du coup moins de temps. Et du coup là j'ai réussi vraiment très très vite à trouver un équilibre entre m'entraîner, pas me fatiguer, pas épuiser mon corps et allier vraiment sport et études tout en réussissant à travailler un minimum. Ok. Du coup t'avais vraiment abandonné toute pratique de badminton, tu faisais même plus de compète je fais même plus de compète et même actuellement j'ai même plus de licence là. Ah ouais? Ouais j'ai même plus de licence. T'as pas repris là? J'ai pas repris de licence. Ok. Donc les seules fois où tu fais du badminton c'est avec Staps? Ouais maintenant c'est les seules fois où je fais du bad c'est avec la... Ok. Et tu sens un gros impact sur ta pratique, genre est-ce que t'as l'impression de pas t'améliorer ou est-ce que t'as l'impression de régresser carrément? En badminton j'ai l'impression de stagner et même de régresser. Ok. Là je le sens que les heures d'entraînement que je faisais avant, là je sens qu'elles me manquent et du coup bah, je sens que bah, je régresse un petit peu. Je progresse pas assez quoi. Enfin je peux plus progresser, je pense. Avec un entraînement par semaine, je vais régresser petit à petit. Après une fois que j'aurai bien régressé, je pense que là, à partir de maintenant, je pense que je vais stagner sur mon niveau. Je pense que je vais arrêter.
j'ai régressé d'un coup, et maintenant je pense que je maintiens. Ouais. Alors ta technique, elle s'est dégradée jusqu'à une phase où physiquement tu peux la tenir Ouais, c'est ça. sans t'entraîner à côté, Ouais, quoi. c'est ça. Maintenant, Ok. le physique prend le dessus sur la technique, et du coup, avec la technique que j'avais réussi à acquérir les années précédentes, j'arrive encore à certains niveaux à la mettre en place. Et ce que je n'arrive plus à faire, bah, je le fais ou moins bien, et ben, je vais le compenser par le physique. Ok. Ok, Notamment, ok. ouais, à la fin, contre des adversaires qui commencent à prendre en volume au niveau technique. Et ben, Ouais. du coup, là, je commence à sentir que moi, comme j'ai régressé, avant, je les dominais vraiment techniquement, mais eux, ils ont un peu progressé, et moi, j'ai arrêté, donc je régressais, et du coup, là, je commence à vraiment... Là, maintenant, bah, il y a match, alors qu'avant, il n'y avait pas match. Hmm. Ouais, c'est marrant, du coup, je retrouve des trucs qui sont arrivés aussi. Ben, l'an dernier, j'avais le même problème de surentraînement que toi. Je m'entraînais, je pense pas que j'atteignais, je sais pas si j'atteignais 10 heures hors truc par semaine. Mais du coup, la solution que j'ai trouvée, c'est que j'ai fait péter le badminton que je faisais à côté. En gros, j'y allais quasiment plus. Ce n'est plus du tout. Après, c'est un truc que j'ai beaucoup fait dès que j'avais une licence sportive. J'y allais assez rarement parce que je Ouais, voyais ça comme quelque chose de contraint, tu vois, par les parents qui me ouais. disaient il faut que tu fasses du sport. Mais là, l'année dernière, j'aimais bien en faire, mais je voyais bien que physiquement, je pouvais pas. Et c'est pour ça que cette année, du coup, je fais plus de badminton. Et comme tu le dis, effectivement, en termes de technique, on régresse à un point Ah, incroyable, hein. c'est impressionnant. Vraiment. C'est impressionnant, toute la technique, notamment au niveau, je trouve, au niveau des déplacements. Ouais, Au ouais, ouais, badminton, ouais, c'est les déplacements. Enfin, en général, carrément. enfin, les sports de raquette, on passe vite un peu au déplacement, parce que j'ai fait quelques fois du squash et même un peu de tennis. Et c'est vrai que en squash, au bout de quelques séances, j'arrivais mieux. Bon, je faisais du badminton, donc le sport de raquette, j'étais habitué. Et c'est vrai que j'avais fait quelques séances de squash avec des amis qui faisaient pas mal de squash. Tout ce qui m'avait appris en termes de déplacement et technique, c'est vrai que maintenant j'y rejoue. Ça fait 2 3 ans que j'ai pas joué au squash, je pense. Ah, j'ai Ça tout pique, perdu. hein. Ah ouais, ça va piquer là, mais c'est comme au bat, quoi, maintenant. À un niveau régional, quasiment. Je Hmm. jouais souvent avec des joueurs qui étaient. Et je pense que maintenant, bah, je peux plus, quoi. Je me ferais exploser, quoi. J'aurais plus l'impact que j'avais avant. Hmm. Ouais, ouais, ça se ressent pas mal, ouais. Ouais, et puis même, après, je sais pas si les autres, ils s'entraînent, enfin, je sais pas si tu vois ça comme, est-ce que les autres s'entraînent plus dur ou est-ce que c'est uniquement moi qui fait que mon niveau régresse parce que je m'entraîne Bah, plus? ouais, c'est Vu qu'il y vrai. a un peu des deux, tu vois, Ouais, au la début, c'est différence, elle se l'orgueil. rattrape très Ouais, vite, ouais, la quoi. différence. Au départ, tu y vas à l'orgueil. Tu te dis que. Tu t'es dit non, non, je regrette pas, ils ont vraiment beaucoup bossé, donc moi, il faut que je bosse en plus pour ça. Tu t'es dit non, ils sont dans leur pic de progression. Et moi, bah, comme j'ai atteint en fin de pic de progression, donc là, je vais commencer à stagner. Au début, tu y vas à l'orgueil, tu te dis non, non. Et après, bah, tu te fais rattraper par la réalité. Tu Ouais. te dis ah non, mais je m'entraîne pas assez. Et eux, ils s'entraînent un petit peu à côté, et du coup, bah, il y a le croisement, quoi. La courbe, eux, ils sont dans une courbe montante. Moi, je descends, stagne, et bah, ça commence à. Ouais, moi, direct, je me suis dit, je vais devenir une quiche. Genre, vraiment, dans ma tête, c'était, t'as arrêté, mec, ça Ah va ouais. faire très très Ah ouais, mais mal. moi au départ c'était ça. Enfin, vraiment. Ouais, Et aussi j'ai arrêté à cause de ça parce que je me voyais régresser et j'ai pas supporté. ouais, Ah vraiment, tu supportes pas quand avant tu savais faire plein de gestes techniques que maintenant tu es capable. Avant t'allais vite sur un terrain, maintenant t'es lent et ouais. c'est affreux. Puis même tous les trucs que tu faisais de manière inconsciente, genre toutes les techniques, genre saut d'allègement et tout, Ouais, ouais. ça au final, et si tu le fais plus consciemment, Et ben voilà. ça disparaît Ouais, du jeu. ça Enfin, disparaît moi très en tout vite. cas, ça me le fait ça. Ouais, mais je vois très bien. Mais après, moi, ça va pas être ce genre de choses parce que je l'ai vraiment automatisé. Ouais, Mais sur d'autres choses, c'est un enfer. Moi, c'est vraiment au niveau des déplacements. Je sens que je ouais. suis lent, tout ça, alors qu'avant, j'étais beaucoup plus vif. J'ai vraiment perdu en explosivité là-dessus. Hmm. Ouais, moi, déplacement, mec, c'est assez terrible. J'ai toujours eu un aspect un peu ninja dans mes déplacements. Genre, je fais trop le show, mais je me dépense de ouf. Et vu que je fais plus de badminton et que tout ce que je fais, c'est du travail de force et plus de cardio, Ouais. au bout de 3 points où j'ai fait le ninja, c'était joli, ok, mais le match, il est perdu, quoi, à Le côté. match, il est fini parce que avec ce sport, c'est un sport d'explosivité, c'est un sport où tu vas faire du fractionné, quoi. Tu veux progresser en bas, faut faire au niveau physique, faut que tu fasses du fractionné à côté. Moi, je faisais Hmm. des séances de fractionné à côté. Tu faisais quoi, de la course, Ouais, Ouais, course. Je course. faisais de la course en fractionné en fin de saison. Pour préparer la saison d'après, je faisais un gros travail de préparation physique en fractionné pour maintenir un niveau physique et même l'améliorer à ce moment-là. Tu comment, 30-30, Alors, 15-15, truc comme ça? alors j'allais jusqu'à 30 secondes, mais vraiment c'était le grand max parce qu'un échange de badminton ça va quand même vite. Ouais. Et il faut se préparer aussi à avoir des récupérations très courtes avec un échange qui peut être rapide et intense. Donc, par exemple, je vais faire un 100 mètres en sprint, après, je vais faire quelques secondes de repos et après je repartais direct sur un 100 mètres. Donc je faisais parfois au temps et à la distance. Avec des distances qui étaient échelonnées, je mettais des plots. Avec mon entraîneur, en fait, j'avais un entraîneur de badminton, on faisait ça ensemble, et il mettait des plots à différents intervalles.
Et comme ça, au moins, ça représentait un échange qui pouvait être long et un échange qui pouvait être court. Ok. Mais dans tous les cas, une récupération en général la récupération est toujours courte, sauf entre les 7 ou au milieu de 7. Mais du coup, il fallait être. Et après, bah, maintenant, je fais plus ça. Je fais plus de. Donc, même au niveau physique, après, ça va pêcher. Après, je fais du vélo. Oui. Du coup, au niveau physique et au niveau cardio, ça me compense, on va dire comme ça, pour le moment en badminton. Et puis, du coup, ce que j'ai appris en badminton au niveau physique, je le réutilise actuellement dans le vélo. L'explosivité en vélo, j'ai une bonne explosivité, je suis un bon puncher, j'arrive à avoir des bonnes accélérations en côte sur du plat, parce qu'aussi avant j'étais explosif, j'étais habitué à être explosif sur un terrain de vélo. Et du coup ça va, j'ai réussi à lier un peu ce que j'ai appris dans un sport, bah, je l'ai remis dans un autre. Du coup, maintenant bah, je donne tout pour le vélo maintenant. Ouais, tu comptes, du coup, tu comptes vraiment développer la pratique ou c'est en mode je m'entretiens? Ah non, là je compte vraiment développer la pratique et j'aimerais même essayer de faire des cyclos, des compétitions et pourquoi pas aller le plus loin possible. Pourquoi pas, on sait que dans le vélo c'est maturation lente. Il y en a qui ont commencé le vélo très tard et qui sont arrivés sur le Tour de France. Il y en a qui sont arrivés leur premier Tour de France, ils l'ont fait à 30 ans parce qu'ils ont commencé le vélo à 20-25 ans et ils ont une marge de progression. Bon après, j'enlève tout ce qui est aptitude physique de base parce que ça là-dessus on n'est pas égaux sur ça. Mais moi par exemple j'ai commencé vraiment cet été le vélo. J'ai commencé directement par l'école quoi. Des écoles très très dures qu'il y a en Savoie et Haute-Savoie. Quand tu n'as jamais fait de vélo de manière intensive, quand tu commences direct par l'école, bah, c'est une bonne école, au moins tu. Après, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Ok, et du coup, pour ça, tu fais ça en autodidacte ou est-ce que tu as un coach ou quelqu'un? Là, pour le moment, je fais ça en autodidacte. J'ai pas de licence en vélo, je suis pas dans un club de vélo pour le moment. Mais donc pour le moment, je roule vélo tout seul. Ou parfois en duo avec mon grand frère qui lui aussi fait du vélo, du coup on roule ensemble. Mais globalement, j'en fais tout seul. Ok. Et tu comptes un jour te faire coacher ou tu préfères, ça te plaît toi de bosser tout seul? Alors je pense que d'abord je voulais un peu commencer à apprendre à bien rouler tout seul. Parce qu'après ça va dépendre du niveau du club de vélo, mais si dans un club de niveau, de assez au bon niveau, et ben tu vas être le boulet du groupe, quoi. Tu vas te traîner et ça, que ce soit pour les autres ou pour toi, ça va pas te faire plaisir. Tu vas retarder les autres et toi, tu vas pas te faire plaisir. Donc du coup, je voulais d'abord progresser tout seul et puis après, pourquoi pas l'année prochaine aller dans un club de vélo. C'est une des possibilités à laquelle je suis très très ouvert là-dessus parce que je pense que c'est aussi important de savoir rouler à plusieurs, en peloton, des choses comme ça et puis aussi les autres, aussi progresser de rouler avec d'autres personnes. Et puis la différence aussi vélo quand tu roules tout seul et quand tu roules en groupe au niveau physique, elle est énorme. C'est monstrueux, on dirait pas comme ça, mais quand t'es dans la roue de juste une personne, hein, tu dépenses 40% d'énergie en moins que celui qui est devant. Ah ouais. Ah ouais, quand même, ok. Quand tu fais des relais, quand t'es à 40 km/h dans la roue, tu te reposes. Et après, derrière, tu prends ton relais, t'es autour des 42-43 km/h, bah, ça te fatigue bien. Et après, derrière, bah, quand tu te mets dans la roue, c'est ton moment de repos. Ok. Ah ouais, je savais pas. Ah ouais, c'est impressionnant. T'es obligé de freiner quand t'es dans la roue. Quand t'es dans la roue, t'es obligé de régulièrement de freiner. Parce que sinon, tu tapes la roue de l'autre. Ok. Et du coup, tu tombes. Et du coup, t'es vraiment. Attention, mais du coup, tu te reposes. C'est un vrai repos quand t'es dans la roue. Enfin, évidemment, quand t'es fatigué, dans tous les cas, t'es fatigué. Quand t'arrives plus à suivre. Et tu te fais lâcher. Mais globalement, c'est quand même quand t'es dans la roue, c'est ton moment où tu te reposes. Alors, en course à pied, quand tu fais ton fractionné, bah, tu vas courir, puis après, tu vas marcher ou vraiment trottiner à 5, 6, 7, 8 km/h max, et ben en vélo, bah, tu te mets dans la roue. Au lieu de carrément t'arrêter ou tu mets la roue, par exemple. Là, vraiment, ça va te reposer. Ok, ouais, c'est. Ok. Je savais pas vraiment à ce point-là. Ouais, à ce point-là, l'équivalent de rouler en groupe à 40-50 km/h, en général, les études scientifiques montrent que dans un peloton du Tour de France, ils roulent en général à 50 km/h en peloton. Et en fait, quand tu es dans le peloton, t'es pas celui qui emmène le peloton, celui qui est en tête. C'est l'équivalent de rouler autour des 30 km/h, 25-30 km/h quand tu es tout seul. D'accord. Okay. Après, bon, il y a la distance, il y a plein d'autres facteurs parce que c'est une course, ouais. Mais dans les faits, c'est pas du tout la même au niveau physique. C'est jamais un repos total, mais on pourrait dire que c'est récupération active. Okay. Après, tout dépend comment la physionomie de course, plein de choses comme ça, parce que
globalement, globalement, tu te reposes vraiment. Repos total, mais même cardiaquement, ton cœur, tu peux en profiter pour faire redescendre le cœur. Plus rouler en souplesse ou non en fonction de ton style pour essayer de récupérer au niveau du lactique. Ouais. Tu peux vraiment te reposer, quoi. Ouais, mais de toute façon, j'ai l'impression que c'est pas mal le vélo, en tout cas pour tout ce qui est développé en termes de santé, tu vois, les organes, style cœur, même ta respiration et tout ça, ça m'a l'air pas mal. Et puis, en vrai, il n'y a pas trop de risques, je pense, à part si tu chutes. J'ai l'impression, parce qu'on te dit souvent, quand t'es en récup ou en kiné. Je vois ce que tu veux dire. Moi aussi, j'ai le mot là qui est sur le bout de la langue. Quand tu dois te remuscler une partie du corps, enfin notamment les jambes, ils te conseillent souvent le vélo parce que c'est plus en douceur, mais c'est aussi pour ça que l'effort est long, à mon avis, pour vraiment atteindre tes limites physiques, tu vois. Mais du coup, c'est aussi pour ça que certainement, si ton problème c'est un problème de temps, ça va être compliqué quand même de tenir, de performer si t'as encore le problème d'allier sport et études, à mon avis. Alors après, pour le moment, c'est vrai que c'est pour le moment, j'y arrive bien parce que pour le moment, j'ai réussi à m'organiser. Et après, je pense qu'au fur et à mesure, ça ira bien. Parce que le vélo, tu peux le faire n'importe quand. Ouais. Par exemple, il y a 3 semaines, le matin, on avait eu badminton à la fac. L'après-midi, on n'avait pas de cours. Je suis allé rouler 2-3 heures de après, j'ai réussi à bosser. Ou avant d'aller rouler, j'ai bossé. J'ai réussi à travailler comme ça. Et en plus, moi, je travaille parfois mieux quand j'ai fait un peu de sport. Ok. Ouais, t'es déjà un peu échauffé mentalement et physiquement. Ouais, c'est ça, tu t'es échauffé mentalement, puis en fait, tu réfléchis beaucoup quand tu fais du sport, de manière inconsciente. Mais par exemple, quand tu veux faire... T'as plein d'idées après au niveau intellectuel quand t'as fait du sport. Après, moi, je le trouve, après, on est différents, mais là-dessus, je pense... Rééducation, c'était ça le mot. Oh, voilà, rééducation. Voilà. Ok. Ouais, puis en plus, le vélo, c'est un sport porté. Il n'y a pas de choc. Oui, comme la course à pied. Ça, c'est vachement pratique. Et la course à pied, au niveau des chocs, c'est pas forcément ce qu'il y a de bon. Par exemple, après, je sais pas, je m'y connais après, je vais mettre des hypothèses, mais par exemple, après une rupture des ligaments croisés, je pense que tout de suite, la course à pied, le kiné, il te dira jamais ça. Par contre, faire du vélo, c'est aussi, t'es en sport porté, donc t'as pas de choc. Et le vélo, c'est bon pour plein de choses, pour le dos aussi. Faut pas tomber. Ouais, c'est ça. Faut éviter la chute. Mais tu sais qu'au niveau de la course à pied, je me demande, je crois que j'avais vu des études, mais j'ai oublié le résultat, du coup, c'est un peu dommage. Mais sur le fait de, courir toute ta vie, et après, genre, est-ce que c'est ok vis-à-vis de tes jambes, genre en termes d'articulation, de tissu et tout ça, ou est-ce que vraiment ça les dézingue, mais à un point incroyable? Et je me rappelle plus du résultat. Après on sait que tout ce qui est course à pied, tout ça, il faut faire beaucoup de musculation à côté. Alors, en termes de renforcement, tu veux dire? En termes de renforcement musculaire, il faut beaucoup se renforcer le dos, la ceinture abdominale, et parce que sinon après on a des véritables problèmes, notamment au niveau de la colonne vertébrale. Parce que quand on court au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des chocs et au niveau des pieds articulations, c'est vraiment terrible pour le coup pour le dos, pour les articulations. C'est pour ça qu'on parle de gainage, clairement. Ouais, pour faire beaucoup de gainage, tout ça, pour gainer vraiment le... Même je pense au niveau des lombaires, en vrai. Je pense qu'on n'en parle pas assez de ça. Ouais, faire des exercices au niveau de ça, parce que de toute façon, après, tu vas avoir des douleurs au dos. Et tu seras moins performant. Il y a un moment où tu vas être performant. Et puis après, tu vas écrasement de disques, des trucs comme ça dans le dos. Il y a beaucoup de coureurs qui arrivent autour de 40 ans, 45 ans, qui sont encore très bons en course à pied. Mais au niveau de dos, ils sont obligés d'arrêter parce qu'ils ont le dos qui est flingué, quoi. Ils ont des disques, écrasement des disques, tout ça. Et c'est pour ça que le renforcement musculaire, là, pour le coup, est très très important. Après, au niveau course à pied intensif, je pense qu'on n'a pas assez de recul. Ouais. C'est encore, ça se démocratise vraiment, comme par exemple le trail. C'est encore une pratique qui est assez récente. Et je pense que pour le moment, faut avoir... par exemple, faire un UTMB, on sait que pour le corps, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et on n'a pas encore assez de recul justement sur le fait au niveau âge. Est-ce que c'est mieux de le faire quand on est jeune? Mais tu sais que je digresse peut-être un peu, mais c'est une grosse question à laquelle j'ai pas de réponse. Enfin, pas de réponse universelle. C'est est-ce que ton corps, t'as intérêt à lui imposer de la pression pour qu'il soit plus apte à subir des chocs de plus en plus gros, mais sur le long terme, peut-être ça dégrade ton corps, ou est-ce que uniquement ça va dégrader ton corps? En fait, je sais pas si ça a du sens. Par exemple, courir toute sa vie, balance des chocs à ton corps toute ta vie, est-ce que quand tu seras vieux,
ça va te poser des problèmes, ou est-ce que vraiment ton corps ça va être une putain de machine et il sera prêt à encaisser des chocs tout le temps, de plus en plus gros. Pareil au niveau du soleil, je sais pas si tu sais, mais c'est ultra cancérigène le soleil. Ouais. Du coup, est-ce que tu as intérêt à t'y exposer souvent en mode ton corps il va s'adapter, il va résister beaucoup, Ouais. ou est-ce que sur le long terme, t'y exposer beaucoup, ça va vraiment te flinguer la peau et augmenter tes risques de cancer de peau, tu vois. Je me demande beaucoup cette c'est question. vrai que c'est une très très bonne question. Alors pour le coup, pour le soleil, moi je dirais que le soleil, je pense qu'il faut pas trop s'y exposer, il faut faire attention pour le coup. Parce que je pense que pour le coup, là, le soleil, c'est. Même si on est bronzé, même si la peau s'y est habituée, je pense qu'en interne, elle est. Ça use, ouais. Ça use. Et même pour les personnes qui sont de couleur, c'est aussi un problème le soleil parce qu'ils pensent pas forcément à mettre de crème solaire, enfin de faire attention parce qu'ils se disent de toute façon je suis déjà bronzé. Oui. Et pour le coup, ils peuvent attraper des coups de soleil et du coup après arriver sur des cancers de la peau, des choses comme ça, donc il faut faire très attention. Après, tout ce qui est course à pied au niveau des chocs, c'est vrai que c'est pas si simple. Je pense que dans tous les cas, avant d'arriver vers des grosses charges d'entraînement qui sont vraiment très importantes ou des compétitions, je pense qu'il faut habituer son corps. On peut pas. Mais après, sur le long terme, au point de vue c'est vrai que c'est pas une question. Mais tu sais que je me pose aussi la question dans l'autre sens. Dans le sens où, par exemple, tu vois, vitamine D, jus de citron et tout ça, c'est très bon pour l'immunité. Est-ce que tu as intérêt toute ta vie à prendre tous les matins un grand verre de vitamine D pour être certain d'avoir moins de rhume? Ou est-ce que ça veut dire que le jour où tu vas arrêter, tu vas choper un rhume parce que ton système il va être pas au top? Ou est-ce que au contraire, tu as intérêt à pas en prendre du tout parce que ton corps il va apprendre à se défendre avec ses propres ressources? Tu vois, c'est une question que je me pose énormément. Que faire, et je trouve ça fascinant. C'est vrai au niveau. Après, je pense qu'il faut que dans tous les cas, il faut que le corps soit exposé à des dangers, à des pressions pour qu'il puisse, par exemple au niveau des maladies, pour qu'il puisse créer des anticorps. Par exemple, dans un vaccin, c'est ça en fait, on te fait un tout petit peu pour le but. Après, il y a un gros débat. Il y a un gros débat là-dessus, mais par exemple là-dessus, pour aussi que ton corps crée des anticorps pour qu'il soit habitué. Après, je pense qu'aussi d'aider ton corps de manière naturelle, comme ça, dans tous les cas, ça peut que lui faire du bien. Après, c'est toujours pareil, ça dépend ce qu'on prend. Est-ce que c'est, par exemple, dès que tu as de prendre du Doliprane, par exemple, en prévention? T'as aussi plein de débats comme ça. Après, moi, les médocs, je t'avoue qu'en général, je pense que c'est mieux d'éviter, tu vois, dans le sens où c'est quand même quelque chose qui est étranger à ton organisme, entre guillemets, et du coup, je sais pas. Enfin, après, c'est mon avis, tu vois, sur la question. C'est sûr, au niveau des médicaments, tout ça, mais je pense que de l'utiliser quand c'est une nécessité. Pas le dire, oulala, j'ai un tout petit peu mal à la tête, je vais prendre un Doliprane. Ou je vais en prendre un pour prévenir de la douleur. Alors ça, je vois pas l'intérêt. Dans le sport, il y en a beaucoup qui font ça. Ah ouais? Ouais, et du coup, c'est un vrai sujet au niveau du dopage. Mais surtout que ça fait presque un peu placebo inverse, dans le sens où tu t'attends à avoir de la douleur, du coup, tu vas probablement en avoir. Tu vas probablement en avoir, et en plus, on sait très bien que c'est pas bon pour le corps. On sait que c'est pas très bien. Et du coup, il y a un véritable débat là-dessus au niveau du dopage. Parce qu'il y en a beaucoup qui prennent, quand ils font par exemple des courses, ils commencent à avoir un peu mal, ils prennent un Doliprane. Et c'est considéré comme du dopage? Est-ce que tu considères, toi, comme du dopage? Ça dépend, à mon avis, ça dépend des effets que ça a. Si tu te sens plus frais dans le sens où t'as beaucoup moins de douleurs et autres, tu vois, un peu comme la coke, genre où t'as plus des sensations de fatigue, etc. Je pense que oui, on peut considérer ça comme un produit qui va booster des performances et donc comme éventuellement un dopant, mais si c'est pas le cas, je pense que c'est assez discutable quand même. Pour le moment, c'est pas considéré, ne semble pas considéré comme un produit de dopant, mais il y en a beaucoup qui voudraient que ce soit considéré comme du dopage. Que finalement, la douleur d'avoir un peu une petite douleur musculaire après un effort long, c'est aussi normal. Et il y en a du coup, pour ne plus avoir mal, vont prendre ça. Et en plus, c'est vraiment pas bon pour le corps. Et on sait que le dopage, dans tous les cas, c'est pas bon pour la santé. Oui. Et du coup, quand tu vas prendre du coup de Doliprane, tu ne vas plus sentir ta douleur. Mais tu vas continuer du coup à forcer sur, par exemple, un muscle que tu ne peux plus, mais du coup, tu vas prendre quelque chose pour annuler sa douleur. Et tu vas continuer là-dessus, du coup, c'est là où tu peux avoir une grosse blessure là-dessus. Mais du coup, voilà, pour le moment, est-ce que c'est du dopage ou non? La question reste ouverte, il y en a beaucoup qui trouvent que c'est du dopage, qui n'en prennent pas. Ok, Après, j'imagine que ceux qui disent on devrait bannir les Doliprane, c'est des gens qui pour eux, la motivation, la douleur, ça devient presque une motivation, genre en mode j'ai envie de me dépenser j'ai envie de me dépenser, puis après la blessure, tout ça fait partie aussi. De dire voilà, je suis allé jusqu'au bout, je peux plus. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai que si tu prends en permanence des trucs qui te
t'annihile les capteurs de ton corps, genre souffrance et tout ça, tu sauras jamais où t'arrêter vraiment, parce que ta limite, tu peux plus t'as plus aucun récepteur sur lesquels la baser, quoi. Exactement. Donc, Ouais. il y en a beaucoup qui voudraient que ce soit ça parce qu'ils se disent bah moi je ne prends rien, je refuse de prendre ça et les autres en prennent, peut-être au détriment de la santé. Et du coup on n'est pas tous à égalité sur le départ d'une course, des choses comme ça. Ouais. Parce que les institutions antidopage feront là-dessus, mais Mec, tu sais que je repense à un truc par rapport à ce que je disais là, de est-ce qu'il faut se priver de choses ou s'y exposer, etc. C'est marrant parce que je crois que je suis pas le seul à avoir cette idée. Quand on était en stage, c'est dans les écoles primaires, on avait des enfants, ils s'étaient lancé le défi de pas boire. Et j'aurais demandé pourquoi, tu vois. Parce que je suis pédagogue, tu vois. J'ai pas envie de lui dire arrête de faire ça juste bêtement. Parce que leur prof a l'air d'être quand même un peu comme ça. D'être vraiment, je t'explique pas, mais tu m'obéis. Okay. Du coup, je lui ai dit, mec, pourquoi tu veux pas boire Est-ce que tu peux m'expliquer? Il m'a dit, si je bois pas quand je suis jeune, bah, quand je serai adulte, j'aurai quasiment pas besoin de boire. Je dis, je pense pas pouvoir être d'accord avec ta théorie, tu vois. Du coup, au final, ça s'est bien passé. Bon, le prof les a quand même punis quand il a entendu ça. J'étais là en mode, il allait comprendre tout seul, tu vois. Donc ouais, c'est vrai que je pense que c'est quand même quelque chose qui se remarque. Bah, parce qu'en vrai, en général, de toute façon, quand tu t'exposes à la douleur ou à des pressions, en général, tu vois des adaptations, du coup. Ton corps va s'adapter. Voilà, mais la question c'est est-ce que ça se vaut dans toutes les situations, et ça. Voilà, après, faut pas aller trop loin non plus dans la douleur, dans les choses comme ça, mais je pense que ça fait partie. Ça fait partie de ta vie, en tant que sportif ou quotidien. C'est normal de se faire mal, enfin des choses comme ça. Si tu te brûles, tu vas pas te dire. Tu vas pas prendre des choses pour avant une prévention de te brûler, parce que sinon tu fais plus rien, tu restes dans ton lit toute la journée. Ouais, bah oui, c'est ça. Dès que t'as trop peur du moindre truc, après tu fais plus grand chose. Donc je pense aussi qu'il faut que ton corps soit confronté aussi à des dangers. Après, ils sont importants. Faut savoir aussi trouver une limite. Oui, non, mais à être en danger, parce que j'ai l'impression qu'il y a des blessures, tu vois, elles te suivent vraiment toute ta vie. Dès que tu l'as eu, bah par exemple, ce qu'on a vu, c'est les entorses. Le plus grand risque d'en avoir, c'est d'en avoir déjà eu auparavant. Parce que ça fragilise toutes tes articulations et tout ça. Et le travail à faire pour retrouver ta santé initiale de cheville ou je sais pas quoi, de pré-entorse, c'est énorme. Et genre moi, tu vois, ma névralgie intercostale que j'avais bobo. Et l'an dernier, et bah, dès que je m'entraîne trop, ça me relance. La périostite, quand on a fait le trail, là, le nombre de chocs que j'ai bouffé sur des cailloux. Bon, après, c'est vrai que je cours pas souvent. Courir 2 heures d'un coup sur des cailloux et tout, ça m'a fait vachement mal. Mais c'est vrai que la plupart des blessures, j'ai l'impression, elles sont jamais bien loin. Et dès que tu forces trop, il y a un vrai travail de prévention là-dessus qui est important. Et puis il faut bien aussi pas essayer de reprendre trop tôt après une blessure. Vraiment faire le nécessaire et tout, et retrouver ça. Et je pense que après une grosse blessure, une grosse entorse, des choses comme ça, après il faut aussi une rééducation pour retravailler, pour bien muscler tes tendons, les reconsolider pour ça. Et c'est vrai qu'après, souvent, une blessure en entraîne d'autres. C'est pour ça qu'il faut trouver l'équilibre. Mais après, se faire mal, se blesser, tout ça, ça fait partie. Après, tu as des blessures qui sont handicapantes à la vie, ou des choses comme ça, où tu peux s'aggraver. Après, faut se dire que si tu fais du sport, bah, tu as un risque de blessure, et puis tu vis avec. Alors, c'est jamais agréable de se blesser. On aimerait tous ne jamais se blesser, mais ça fait partie de ta pratique. Ouais, puis comme tu disais, une blessure en entraîne une autre. Carrément, genre moi, tu vois, ma périostite, elle a entraîné un syndrome de l'essuie-glace. Tu vois, tu compenses un peu. Tu compenses un peu. Et tu te dis, j'ai mal à la jambe gauche, du coup je vais m'appuyer plus sur la droite. Mais la droite, du coup, elle a un problème. Donc il va y avoir un nouveau problème à gauche, ou aggravation du précédent. C'est pour ça que vraiment, à mon avis, les problèmes, dès que tu as un problème de santé sur musculaire ou autre, il faut vraiment le traiter le plus vite possible et vraiment le prendre comme tel, quoi. C'est pas juste en mode ça passera, quoi. Ça passera, non, faut faire attention. Moi j'ai une connaissance dans le badminton qui s'était fait une entorse de la cheville gauche et qui avait fait le nécessaire, tout ça, et en reprenant, elle a commencé à avoir une tendinite au bras droit, au cou droit. Quand elle allait voir son et tout ça, elle a dit mais vous êtes fait une tendinite parce que vous avez compensé à l'opposé, c'est de votre entorse. Ah ouais. Et quand tu vois le truc à l'opposé de ton corps, bah, ça entraîne quelque chose. Ouais, la vache. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, tout est connecté, du coup, il faut faire attention. Ok. Bon, mec, on a bien parlé de sport. Je crois qu'on a fait le tour. On est pas mal, hein. Vas-y, je te laisse introduire le deuxième sujet. Alors, en deuxième sujet, je voulais parler de l'engagement quand on est jeune et étudiant. Quand on est du coup jeune et étudiant, essayer de parler de l'engagement, parce que je pense que
Je pense qu'on est tous touchés par l'engagement. Ouais, je veux bien, merci. Si. Ouais, engagement dans tes idées, que ce soit en politique ou pas, en fait, en général, avoir des idées, c'est toujours... C'est ça, avoir des idées et ne pas se contenter d'en avoir. Enfin, moi, après, c'est ma vision à moi. C'est que, comme je dis, en général, c'est facile d'avoir le repas de Noël sur la table, avoir un débat de société, des choses comme ça, et de se dire, voilà, je suis pas d'accord avec ce qu'il fait, mais après, est-ce que tu as d'autres idées? Est-ce que tu proposerais des choses? Et est-ce que tu vas plus loin que juste te dire, je suis pas content et je reste sur le débat autour de ma table? Et voilà, moi, c'était ça. Après, j'ai essayé, quand j'étais plus jeune, d'essayer de m'engager. Après, je suis resté à aller au maximum, donc dans mes établissements scolaires et tout, d'essayer d'aller le plus loin possible dans les institutions pour être représentant des élèves au maximum et du coup pour essayer de faire changer les choses par des idées que j'avais au sein de mon établissement. Ouais, mettre des actions en place. Mais j'aime bien cette mentalité de ne pas se limiter à tes idées, mais aussi d'essayer de les mettre en place, parce que tu sais que moi, vraiment, il y a deux sujets en général que je déteste, c'est les médias, genre d'information, et la politique. Parce que j'ai l'impression que c'est plein d'idées qu'on t'envoie dans la gueule, mais il se passe jamais rien, tu vois. Mais je suis d'accord. Et c'est pour ça que je suis content de parler de ça avec toi. Si toi, t'estimes que c'est important de mettre des actions en place, parce que putain, merci quoi. Il y en a pas assez quoi. Bah voilà, après moi j'estime, et j'ai fait le pas cette année. Parce que je restais dans mon côté de lycéen, collégien, aller au maximum au conseil d'administration, avoir une voix qui était égale à des profs, à des... T'as été délégué ou pas? Ouais, j'ai été délégué tout mon lycée, j'ai été au conseil d'administration, j'étais au conseil de discipline, j'étais au conseil de vie lycéenne et j'étais président d'une association. Je suis vraiment allé, je suis partout en fait. Quand je suis arrivé dans mon lycée, je connaissais personne et j'ai essayé d'aller partout. Ouais. T'aimes les postes à responsabilité? J'aime bien les postes à responsabilité et j'avais envie aussi j'aime bien représenter. J'aime bien et j'aime beaucoup parler. Enfin, je suis à l'aise à l'oral. Ouais, bah ça se voit. Ouais. Voilà, parce que je fais pas mal de théâtre, tout ça, et c'est vrai que je suis à l'aise et j'aime beaucoup les débats. Et j'adore, même quand c'est des débats musclés et tout, mais j'adore ça, se confronter et tout, et en même temps s'écouter. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je trouve que ça fait avancer aussi ton point de vue parce que tu peux revenir, ah oui, c'est vrai ce que tu disais, c'est vrai, finalement, voilà. Et du coup, j'ai essayé d'aller essayer de faire changer les choses. Et d'essayer, et puis en plus moi d'avoir des échanges musclés avec le proviseur en conseil d'administration, ça me posait aucun problème. Enfin, je veux dire, moi j'étais élève, je représentais les élèves, si je considérais que ce qu'ils mettaient en place ça avait un impact négatif ou aucun impact, c'était lancer de l'argent des pouvoirs publics ou du lycée, du budget en l'air qui ne servait à rien, moi je disais mais pourquoi on fait ça? Je pense qu'il y a d'autres choses, cet argent là on le pourrait passer dans d'autres choses pour essayer de trouver des solutions avec cet argent, par exemple, pour aider les élèves qui sont en difficulté. Enfin, des choses comme ça. Et du coup, j'ai essayé de faire ça. Et quand je suis arrivé à fac, du coup, c'est vrai qu'à la première année, on connaît moins de gens, on est plus un chiffre, un numéro, je trouve, quand on arrive à la fac. Enfin, je sais pas ce que tu en penses avec ça. Ouais, en vrai, on te demande ton numéro étudiant partout. C'est ça, et je trouve que tu deviens un numéro. En fait, on est tellement nombreux. Et encore, à Chambéry, on est quand même beaucoup moins que dans d'autres facs. Ouais, ça va. Et je trouve qu'on est vite un numéro. Et du coup, cette année, avec confinement, Covid et mesures qui se mettaient en place et les problèmes qu'on avait à la fac, je pense que avec des professeurs, ça, qui te mettaient juste des vidéos sur YouTube, je pense que tu vas reconnaître le prof. Ouais, carrément. Qui te fait pas cours pendant 2 mois et qu'enfin il te donne un cours et en fait c'est une vidéo qui sont sur YouTube. Tu te dis mais et en fait c'est parti de ça et du coup j'ai décidé de chercher un syndicat étudiant. Parce qu'au départ, j'ai envoyé des mails, je pense que tu as reçu des mails à des étudiants, à tous les L2 STAPS, qu'on était tous concernés. Et du coup, j'ai envoyé des étudiants, j'avais plein de réponses et tout. Et après, je commençais à me dire, maintenant, je vais aller voir plus haut, quoi. Je vais aller voir au niveau des professeurs, du président STAPS, des choses comme ça. Et je me suis dit, en étant tout seul, même si tu as plein d'étudiants, tu peux mettre les noms, les prénoms, dire que tu représentes beaucoup d'étudiants. Je me disais, s'il y a des problèmes, je me disais, ce serait quand même assez bête de me retrouver tout seul. Non, c'est pas ça, mais de se retrouver sans capacité de te défendre. Ouais, genre tu pourrais te dépasser un peu. De se retrouver dépassé. Et du coup, j'ai cherché un syndicat sur Chambéry. Du coup, j'ai décidé de me syndiquer pour essayer de mener des actions à l'échelle des politiques qui pouvaient se mettre en place, même dans la vie de tous les jours. Par exemple, le syndicat a été très actif pour la réforme des retraites, qui a été l'année dernière. Ils étaient très actifs dans les... Ils ont fait plein d'actions. Donc après, on peut être d'accord, si on n'est pas d'accord, voilà, nous, le syndicat, on était contre ça. Enfin, ils étaient contre ça, parce qu'à l'époque, j'étais pas dedans, mais j'étais aussi contre ça. Donc, on était dans les manifs, des choses comme ça. Et on faisait des actions, on tractait, on essayait d'être
de trouver aussi des étudiants parce qu'on estime, en tout cas moi j'estime et je pense qu'ils seront d'accord avec ça, que quand on étudie, enfin, quand on est jeune, bah, c'est nous, enfin c'est notre monde à nous. Enfin, quand je dis ça, ça fait un peu égoïste, mais dans le sens, bientôt va avoir un peu une passation de pouvoir entre l'ancienne génération, et encore avec Macron qui est assez jeune président par rapport aux autres, mais justement d'avoir une vraie passation et de se dire, bah voilà, ils ont fait ça, nous on n'est pas d'accord, on va changer comme ça, ou on est d'accord avec ce qu'ils ont fait, mais on va essayer de changer d'autres choses, enfin des choses comme ça. Et du coup, j'avais décidé de me syndiquer. Et du coup, je me dis comme ça, au moins, là, des moyens de pression, on en a. Enfin, des pressions qui sont gentilles parce que quand dans un mail, tu mets ton mail, t'envoies au président de la fac, par exemple, tu t'es un peu tout seul, quoi. T'es pas un organisme qui te soutient. Par contre, derrière, quand le président il reçoit un mail bien construit avec, il voit que c'est un syndicat étudiant avec le logo du syndicat qui, du coup, il y a plusieurs personnes qui sont d'accord avec toi, ça met déjà une pression là-dessus. Donc, du coup, j'ai décidé de me syndiquer pour essayer de faire changer les choses, notamment du point de vue des politiques et du changement au niveau de la fac. Ok. Et ça fait depuis combien de temps parce que tu dis que tu as été délégué quand même tout le lycée. Ça fait depuis combien de temps et depuis quel événement, peut-être il y a un événement particulier, que tu as envie de représenter les autres? Il n'y a pas vraiment il n'y a pas eu de. Enfin, quand on entend là-dessus, tu veux dire un cap qui t'a fait dire je veux représenter ou... Je pense qu'il y a la plupart de nos actions qui découlent d'expériences qu'on a vécues. Ouais. Donc je me dis peut-être que voilà. En fait, moi, je ne supporte pas les injustices. Et en fait, c'était un peu ça. Mais je ne supporte pas ça. Le truc de. Les inégalités, les injustices, je ne supporte pas ça. Je suis vraiment là-dessus. Et du coup, j'ai décidé d'essayer de réduire à simple titre de lycéen, après étudiant là, d'essayer d'aller les réduire ou proposer des choses. Parce que, encore une fois, c'est bien de se dire, voilà, je contre les injustices. Comme je disais, ça fait tout beau, c'est bien écrit, tout ça, ça fait grandes phrases, beaux discours, mais encore une fois, est-ce que derrière, il faut avoir des propositions? Et c'est aussi pour ça que je me suis syndiqué. Parce que dans le syndicat, on a un véritable programme. On a des idées à mettre en place pour changer les choses. Notamment, par exemple, sur la précarité étudiante, des choses comme ça. D'ailleurs, bientôt, il va y avoir des élections à l'université. C'est quand? C'est au mois de novembre. Ok. En gros, dans un mois, et du coup, un peu d'un mois. Et du coup, là, on est un peu en campagne, si on peut dire, parce qu'on cherche aussi des gens qui ont envie de s'investir, parce qu'on a besoin de noms sur des listes, électorales. Et en même temps, plus on est, plus on a d'impact, et aussi plus on est, plus on a d'idées. Oui. Parce qu'aussi dans un syndicat, le but aussi de mettre dans un syndicat, c'est pas comme dans un parti politique. Parce que souvent dans un parti politique, quand on est un peu enfermé dans une idéologie. Ok, ouais. Et en fait, dans le syndicat, c'est un peu l'inverse, parce qu'en fait, on a des intérêts. D'abord, quand on y va, on a un intérêt individuel. Enfin, moi, j'y allais pour les STAPS, parce que je trouvais qu'il y a plein de trucs qui n'allaient pas et tout. Et puis après, en fait, on y va aussi pour le collectif. Parce qu'après, on a tous un intérêt commun. Et du coup, on va tous défendre notre intérêt individuel, parce qu'on n'est pas tous dans la même filière, parce qu'on n'est pas tous dans le même campus, il se passe des choses différentes. Et en même temps, l'intérêt commun, c'est les étudiants. Et du coup, comme ça, et aussi, on fait beaucoup de débats là-dessus. Il y a beaucoup de soirées où il y a des débats, des choses comme ça, parce que aussi, on aime débattre sur des choses pour faire avancer les choses. Et du coup, on n'est pas tous d'accord sur plein de points de vue. Mais ça n'empêche pas que dans un parti politique, si t'es pas d'accord, on va te dire ok, tu pars. C'est ça, t'es pas d'accord avec le parti, du coup, t'es obligé de partir parce que ils vont pas s'adapter à toi. Alors que là, c'est un peu l'inverse. On va pas s'adapter forcément à toi, mais du coup, on va avoir un débat pour savoir pourquoi t'es pas d'accord, qu'est-ce que tu mettrais toi en place à la place, et du coup de faire avancer ensemble. Le but c'est d'être ensemble avec des idées qui sont différentes, tout ça, et d'avancer. Ok. Et du coup, est-ce que tu as organisé des réunions, des regroupements? Parce que j'ai vu que à la fin du badminton, là ce matin, tu as exposé ta proposition au L2, enfin au L3, pardon, au 3e année. Est-ce que tu as des moments où tu comptes, je sais pas, réunir des étudiants ou des choses comme ça? C'est vrai que pour le moment, ça fait pas très longtemps que je suis dans le syndicat, mais c'est vrai que je suis vraiment motivé et j'ai envie de faire bouger les choses. Donc après, ça demande du temps. Ça demande aussi du temps. Donc après, il y a des semaines où on va pouvoir faire pas mal de choses, d'autres semaines beaucoup moins. Mais après, forcément, on est tous inégaux, on a tous des inégalités par rapport à ça, entre ceux qui sont en master, parce qu'il y a par exemple, il y en a qui sont en master, en master histoire. Et il y en a d'autres qui sont en L2 ou en L3, des choses comme ça. Donc la quantité de travail n'est pas la même, la quantité d'heures de cours non plus n'est pas la même. Et justement, on veut essayer aussi que ça change ça. Faire changer vraiment un fonctionnement universitaire pour qu'on puisse faire avancer les choses. Parce que, par exemple, est-ce que tu trouves qu'à l'université, on te traite comme un adulte?
Hmm, Est-ce qu'on te considère comme un adulte? Tu peux... je pense pas, mais en même temps, j'aurais presque envie de te dire des fois que c'est mérité quand tu regardes le comportement de certaines classes. Ah Tu oui, vois, il y bien a sûr. la majorité des élèves, j'ai l'impression, se comportent pas du tout de façon adulte, donc mais c'est vrai que généraliser le traitement que tu estimes accorder à certains élèves, Mm. qu'ils soient une majorité ou non Ouais. d'ailleurs, à la totalité des élèves, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Parce que, ouais, Mais c'est vrai que si on attend d'être traité comme des adultes, il faut aussi se comporter un minimum comme des adultes. Donc, voilà, là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais moi, il y a un... Par exemple, est-ce que tu trouves ça normal qu'à l'université, quand on a 18 ans, déjà quand on est en L1, où on va les avoir, après en L2, on est encore plus vieux, en L3, tu peux avoir 20 ans, il y en a qui ont 25 ans dès la L1 parce qu'ils ont fait un parcours d'études, ouais. et quand ils arrivent à la fac, il y a un appel. On fait l'appel. En TD, dans les cours de TD, les cours de Euh, TP. Bah, je sais pas. Je pense que ça a quand même du sens parce que l'État ou autre est Oui, quand même assez responsable du paiement du truc, tu vois. Donc, enfin, je veux dire, ils mettent des choses en place. Tu vois, c'est pas si cher que ça bien l'université sûr. au vu du Bien nombre sûr. de matières et de profs qu'on a, quoi. C'est sûr que l'université, c'est une chance parce que on n'est pas aux États-Unis ou des choses comme ça, où on ne paye pas, ou dans d'autres écoles privées qui Ouais. coûtent par exemple 10 000 euros l'année, des écoles de commerce, plein de choses comme ça qui coûtent extrêmement cher. L'avantage de l'université, c'est qu'au moins, gratuite, mais au moins, ça a un coût qui est bien inférieur à d'autres. Mais nous, en fait, on aimerait, enfin, au sein du syndicat, et pour le coup, je suis d'accord avec Mhm. ça, qu'on soit plus presque traités un peu comme des salariés. Un peu, par exemple, qu'on ait par exemple un droit de grève, qu'on y ait plus d'appels, enfin des choses comme ça, pour qu'on ait vraiment, en fait, euh, parce qu'au final, j'ai envie de dire, si demain en TD, il y a 3 absents, on va Ouais. faire son appel, est-ce que ça va changer considérablement les choses? Je sais pas, mais s'il y en a 15, un peu plus. Mais en Bien fait, le sûr. problème, c'est qu'à mon avis, il y a des matières auxquelles t'as pas du tout envie d'aller. Ouais. Et l'appel est un peu nécessaire dans le Dans sens ce où sens-là. ça donne une contrainte. Mais je pense qu'en fait, la majorité des étudiants n'irait pas à certains TD, genre ce serait un peu à la carte, tu vois, s'il n'y avait pas Bien sûr. cet appel. Mais au moins, on pourrait dire que l'avantage, il y aurait dès le départ un véritable brassage. Parce que dans le sens que, euh, après, je pense que le problème qu'il y a à l'université, il y a des problèmes qu'on pense ou non au point de vue universitaire, mais je pense qu'il découle aussi des problèmes du lycée, du collège et de l'école primaire qui n'ont pas été, enfin, qu'on estime et qui n'ont pas été réglés. Genre en termes de méthodologie de En termes, travail. par exemple, de méthodologie de travail, moi je trouve que quand on arrive à l'université, on n'est pas du tout prêt à arriver à l'université. Ouais, En termes de quantité de ouais, travail en vrai, ok. et d'automatisation. Je Ok. trouve que là-dessus, on n'est par exemple pas assez préparé. Et donc là, par exemple, ça avait un problème qui vient du lycée. Après aussi, pourquoi on est trop dans les premières années universitaires? Pourquoi il y en a autant qui arrêtent? Mais parce que Ouais, aussi au niveau collège, on n'a pas assez favorisé des élèves à aller faire des bacs pro. Et pour le coup, un bac pro, ça ouvre autant de portes. Un bon CAP en électricité, en plomberie, tu vas bosser tout de suite et tu auras un meilleur salaire que quelqu'un prof qui a fait bac plus 5 dans ses premières années. Évidemment, on va me dire, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, mais dans le sens que on ne favorise pas assez d'autres parcours ok. au niveau pédagogique, tout ça. Et j'ai un exemple qui est vraiment concret. On fait pas assez de tri. Alors, je dis pas qu'il faudrait avoir une vraie sélection pour entrer au lycée, mais un minimum. Par exemple, je connais une personne qui était professeur dans un collège Mhm, à Vaux-en-Velin. mhm. Donc, c'est un des collèges les plus durs de France. Il est considéré en RED+. Et ils envoyaient pas assez d'élèves en lycée général. C'est l'académie qui disait ça, alors qu'ils n'avaient pas le niveau. Enfin, quand je dis pas le niveau, c'est ils savent pas ce que c'est, par exemple en français, un nom et un verbe. D'accord. Enfin, faut aussi, je trouve que c'est aussi à ce niveau-là. Et du coup, et derrière l'État, par le biais de l'académie, tout ça, dit que ce collège-là n'envoie pas assez d'élèves en lycée général. C'est bien qu'ils aillent en lycée général, c'est bien qu'ils aient leur bac, mais après, encore une fois, un bac, Ouais, quand on vient de le passer, on voit bien que ça ouvre à l'université, mais si dès le départ on t'a pas bien formé, si dès le départ tu n'avais pas le niveau, ce qui n'est pas grave de ne pas avoir le niveau, parce que certains sont plus faits pour un métier manuel qu'intellectuel, et pour le coup, moi enfin, je trouve, il n'y a aucune dénigration dans un métier manuel. Et je trouve qu'il y a, au point de vue de l'État, et même dans la pensée des gens, quand on a plus tendance, bah, fait des études,
Ouais. Ou bah si tu bosses pas, bah C'est vrai que ça a une connotation négative, ouais, les métiers c'est manuels et vrai, professionnels en c'est général. vraiment alors que bah on a besoin de ces gens-là. Hmm. En plus, par exemple, si tu travailles, je reprends mon exemple tout à l'heure, dans plomberie ou en électricité, grosso modo toujours du boulot. Alors que parfois, d'autres gens qui ont fait des années d'études, ils vont pas avoir de travail dans ce cas parce que les entreprises vont trouver qu'elles seront trop qualifiées. Enfin, des Ouais. choses comme ça, on connaît Ouais, tous des ouais. personnes qui ont un haut diplôme dans un endroit et qui n'arrivent pas à trouver de travail. Hmm. On Ah, se t'as dit, t'as mais quand même bien élargi le truc, là, t'es parti directement dans les écoles. Du coup, toi, t'aimerais aussi. Mais est-ce que du coup, tu t'aimerais une carrière dans la politique ou. ouais, Ouais. c'est un gros ça. Je pense que mes parents, plusieurs fois, m'ont dit ah, si tu continues comme ça, tu vas faire de la politique ou des choses comme De ça. manière péjorative Non, pas de ou péjorative, non, en non, constatant? c'était en Ok. simple constat, il n'y a pas de manière péjorative. Parce que parfois, même si on dit c'est péjoratif, des choses comme Ouais. ça, parfois, je pense qu'en ce moment, par exemple, je n'aimerais pas être à la place du gouvernement. Ouais, ok. Je me disais, Hmm. là, ils doivent plus dormir, quoi, parce que entre le Oui, savoir-faire c'est avec tout le monde qui critique sur en train possible, de ce ouais. qu'ils font faire et tout, j'aimerais pas du tout être à leur place. À prendre des décisions comme se confiner un pays, tout ça, arrêter toute Ouais. une économie, franchement, surtout quand on est dans une société capitalisme, je trouve que c'est de se dire on arrête tout du jour au lendemain, c'est des décisions qui sont quand même compliquées à prendre. Donc Hmm. à leur place, j'aimerais vraiment pas être à leur place, ça c'est clair net. Mais du coup, bah, je sais pas. Ok. Je sais pas du coup si, pourquoi pas, des fois j'ai envie, parce que je pense que j'ai un peu, je pense qu'il y a un truc où je suis un peu fait pour ça. Ouais, ouais, bah, Ouais, parce que certainement, hein. je suis fait pour, euh, j'estime que je suis plutôt bon en débat, Mhm. j'arrive bien à faire changer d'avis les gens, tout ça en débat, et j'aime bien ça, défendre vraiment ma position. Et juste à émettre des doutes chez la personne qui est en face de moi, qui était Ok. sûre de sa position jusqu'à ce qu'elle ait un doute. Et à partir du moment où elle a un doute, t'as réussi. Et t'as pas envie d'avoir des doutes pour toi? Alors j'ai toujours des doutes. Là par contre, Non, je doute tout mais le je veux temps. dire, dans ton débat, l'objectif c'est de gagner ou c'est de préciser, d'affiner ta position? Les deux. Ouais, les deux. Ouais, les deux. Parce que bah, pour le moment, bah, je suis jeune, j'ai 19 ans. Je veux dire, beaucoup me disent ça, me disent, oh, t'es jeune, tu penses à c'était là. Alors ça m'énerve un peu, mais dans l'essence, ils ont un Hmm. petit peu raison parce que ce qui m'énerve, c'est à chaque fois on rejette sur la faute de l'âge, alors que tu Ouais. peux être jeune et pourtant avoir une, je sais pas, mais une culture mais monstrueuse et te connaître sur plein de choses, avoir un vécu par exemple vers 22, 23 ans, tu peux avoir un vrai vécu d'avoir travaillé en entreprise, plein de choses et tout. Et en même temps, bah, ce que j'aime bien aussi dans un débat, c'est aussi d'apprendre un peu de nouvelles choses et de me dire, c'est vrai que là-dessus, je m'y connais pas assez parce que je suis un peu jeune, parce que j'ai pas assez d'expérience dans la vie en société, dans le monde du travail, pour pour avoir vraiment un avis tranché. Je pense ouais, il est quand même beaucoup ressorti cet argument du t'es trop jeune pour faire ça. Ouais, Et je pense que les changements ils viendront presque nécessairement des jeunes parce que chez les moins jeunes, t'as un peu cette fatalité de se dire oula, les choses elles sont compliquées, de tout ce que je sais, ça m'a l'air un peu ouais, compliqué. c'est ça. On va pas trop agir, on va juste voilà, donner des idées peut-être, Ouais, mais voilà, hein, on va pas se et risquer. c'est ça. Et ouais, ça Et, m'énerve ça. En ouais. plus, l'argument, bah, t'es jeune. Ça Surtout que c'est. je vois pas vraiment où est le problème. Si tu mets des actions en place qui portent leurs fruits, Mais c'est ça. enfin, il faut donner Bah, leur chance aux gens, qu'ils soient jeunes ou vieux. il faut donner la chance. Et même moi, j'en ai un temps, j'avais un petit peu marre d'ailleurs avec des politiques qui soient tous vieux, qui soient à l'article de la Ouais, mort. Enfin, ouais. c'est un peu à l'opposé, mais quand on voit ces dernières années des présidents qui étaient vraiment vieux, alors ok, ils ont une expérience de la vie, tout ça, et j'ai envie de dire, et même encore, parce qu'on a des ministres qui sont âgés, des choses comme ça, mais ils sont de l'éducation, de l'agriculture, tout ça, c'est pas des agriculteurs, c'est pas des anciens profs. Hmm. Quand tu vois des gens qui ont été anciens ministres de l'économie, et en fait, Je pense ils perdent que le ça se contact, discute, ça. ils perdent le Enfin, contact de la réalité. ouais, mais je pense pas que pour être légitime en tant que ministre dans quelque chose, tu dois nécessairement en avoir fait partie. Genre, Ouais, enfin, peut-être que ça a du sens, mais des fois, quand tu t'enfermes trop dans la pratique, tu connais pas assez la théorie ou l'inverse, tu vois. mais Donc, il moi en faudrait, fait à mon avis, il il faut faudrait un allier peu les deux, d'assistance. Ouais, il faut c'est ça. allier les deux, mais moi ce qui me pose problème c'est au point de vue actuellement dans la République dans laquelle on est, c'est des personnes qui, qui sont un peu entre qui ont plus de connaissances vraiment de la situation actuelle parce qu'ils ont s'en sorti il y a trop longtemps. Il y a Oui, aussi ça, parce qu'ils étaient dans un milieu extrêmement favorisé. Par exemple, si on prend la dernière réforme qu'il y a eu au point de vue du lycée, au point de vue des programmes, des choses comme ça, euh, alors, ils ont fait plein de choses qui étaient, pour le coup, qui étaient plutôt pas mal, mais malheureusement, ils n'ont pas donné assez d'heures mhm. pour que ça puisse être réalisé. Il n'y a pas assez d'heures de cours pour que ça puisse se mettre en place. Et aussi, il y a des choses qui sont mais bien plus dures, qui sont bien trop dures.
par rapport au niveau actuel. En fait, je trouve que l'élite, là, au point de vue du ministère, au point de vue du gouvernement, ils ont un peu perdu le niveau actuel des gens. Et c'est pas grave que le niveau qui a un peu régressé, tout ça, on peut le faire remonter le niveau des étudiants, mais je trouve qu'en fait, on s'y prend à l'envers. Parce qu'on fait une réforme au point de vue lycée, et qui est en fait, au point de vue des programmes, qui est infaisable. Comme tu vois, au point de vue, on reprend l'exemple du français, parce que je aime bien cette partie. J'ai des enseignants en français en lycée. Ok. Et il y a des œuvres littéraires, mais qui sont infaisables, qui sont au niveau des choses qu'on fait à la fac, en fac de lettres. Et donc de les faire ça à des secondes, des choses comme ça, mais c'est pas possible. Enfin, comment ils vont rien comprendre? Parce qu'on n'a pas encore une maturité intellectuelle pour dire comprendre des choses. Mais c'est pareil dans plein d'autres choses, que ce soit en mathématiques ou... Ouais. Parce que par exemple, mathématiques, c'est soit tu fais plus de maths, soit tu fais des maths à un niveau anciennement S, spé maths. T'as pas un juste milieu. Et du coup, ouais, je suis d'accord avec ça. Comme ça. Et du coup, en fait, ils ont un peu je trouve que il faut évidemment avoir bonne connaissance de la théorie, mais je pense qu'aussi il faut être allé sur le terrain. Je pense, pour vraiment avoir une connaissance élargie du milieu. Et du coup, après, c'est des choses que j'aimerais changer, mais c'est compliqué. On n'y est pas encore. C'est encore un moment. Ok. Du coup, ouais, en vrai, je pense on pourrait être un peu sans fin en termes de politique à l'échelle nationale ou autre. Mais du coup, toi, pour l'université, c'est pour faire ta promo, toi, t'aimerais faire quoi? Alors attends, juste d'abord, au niveau de ton histoire de faire l'appel, j'ai réfléchi un tout petit peu et je pense quand même que c'est important parce qu'en fait, en un sens, tu peux quand même réussir sans avoir été là au cours. Je pense, je suis d'accord. Et du coup, les cours, ils perdent quand même beaucoup de valeur. Donc soit il faudrait, à mon avis, changer l'approche des cours, soit l'appel est quand même un minimum nécessaire parce que ça fait travailler des profs pour pas grand-chose. Tu peux réussir ton... Alors, je pense que quand tu es à la fac, à moins d'avoir des gens qui l'ont été récemment dans la filière dans laquelle tu es, réussir sans aller à aucun cours. Ouais, aucun cours, ok. Mais c'est compliqué. Et après, moi, je pense que il faut aussi savoir se prendre en main et se responsabiliser. Mais après, je pense qu'il y a quand même des matières qui seront délaissées. Et je te dis ça, même personnellement, il y a des matières, j'ai vraiment du mal à me motiver à y aller. Mais aussi, tu te motives, tu as du mal aussi à y aller, mais ça vient de quoi? Est-ce que ça vient parfois du prof qui n'est... Ça vient souvent du prof. Et souvent, c'est là parce que... Et même le cours. Des fois, les cours, c'est des trucs qu'on connaît déjà. Déjà vu. Et moi, par exemple, quand il y a des profs qui sont enseignants-chercheurs à l'université, mais beaucoup ont oublié que dans enseignants-chercheurs, il y avait enseignants. En fait, ce qui l'intéresse, c'est la recherche. Et en fait, ils délaissent beaucoup les étudiants en leur mettant juste des vidéos qui sont sur YouTube. Par exemple, ce prof-là, il est enseignant-chercheur. Mais il a un peu oublié qu'il était enseignant. Et je trouve qu'aussi, ce qui vient de là, après, à l'université, il y a des choses à changer. Mais encore une fois, c'est aussi au point de vue égalitaire, parce qu'il y a beaucoup, par exemple, il y a des étudiants qui sont obligés un petit peu de travailler pour financer leurs études. Ouais. Alors après, certains, ils vont travailler suffisamment de temps pour avoir une dispense d'assiduité, pour éviter qu'ils aillent à certains cours, tout ça. Mais pour moi, ça va au-delà de ça. C'est qu'en fait, avec ça, j'ai l'impression que les inégalités, en fait, vont se creuser entre étudiants. Au fur et à mesure Au fur et à mesure des années. Et même dès la première année, parce que même en fonction d'où tu es dans ta ville, en fonction, si tu es à Paris, tu vas pas avoir... le prix des loyers ne sera pas le même que si tu es à Chambéry, si tu es à Lyon, si tu es à Grenoble, si tu es à Toulouse. Et du coup, je trouve que ça impacte vraiment la vie d'étudiants. Et du coup, ça permettrait aussi un peu de lutter contre la précarité. Ok, donc tu voudrais... Pour leur enlever un peu moins de pression au point de vue des cours, qu'ils puissent quand même réussir en allant à des cours, mais travailler, qu'ils puissent par exemple un peu moins aller en cours, un jour par semaine, par exemple, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'au point de vue de ce qui est en place, c'est compliqué. Mais limite, le plus simple, ce serait presque de faire des listes auxquelles tu t'inscris pour tel cours. Genre, s'il y a un horaire qui t'arrange, par exemple, je sais pas, le lundi matin, parce que tu bosses tout le jeudi et que tu as cours, toi, sur ton emploi du temps, le jeudi, mais que tu as aussi un cours avec une autre classe le lundi matin, t'inscrire avec cette autre classe, ça pourrait être une solution qui serait certainement bien meilleure, quoi.
Mais du coup, ouais, du coup, en prenant cet argument, tu vois, je mettrais cet argument le fait de- d'aller au cours, mais aller un peu à la. Enfin, non, mais par exemple, si tu vois que tu as des horaires au point de vue du travail que tu fais à côté, de pouvoir y aller en ayant, comme tu disais, dans un autre groupe. Et du coup, qui est par exemple juste une feuille, par exemple, à l'entrée du cours de TD, et tu mets ton nom quand tu rentres. Dans le fait que tu as assisté au cours, mais à un moment Après, le différent. problème, c'est que Après, voilà, tu je peux sais pas. créer des abus. Genre, moi, si Évidemment. je veux t'inscrire à un cours où t'étais pas parce que ça t'arrange, Parce que ça m'arrange. Ouais. ouais, tu vois. Mais après, moi, je reviens à ça. Après, on est majeur, on est adulte, on a un droit de Ouais. vote. Il faut aussi, je trouve, se responsabiliser. Après, on sait quel est l'impact de ne pas aller en cours, de ne pas assister. Par exemple, les CM, les cours magistraux ont ça. Où tu n'es pas obligé d'y aller. Si tu n'y vas pas, j'ai envie de dire, c'est tant pis pour toi. Et après, bah aussi, faut faire ton choix. Moi, par exemple, il y a des CM où j'y vais pas. Mais j'assume de ne pas y aller. Et du coup, je sais parce que je vais préférer prendre ce temps-là pour travailler une autre matière ou travailler ce cours-là, mais de mon côté. Parce que je serais peut-être plus efficace que ce qui se passe en CM, parce que le professeur est pas très intéressant, parce qu'il t'endort, enfin plein de choses comme ça. Parce que les cours à distance devant ton ordinateur, c'est chiant. Là, tu t'es d'accord? Moi, je suis pas trop les cours, je te dis, je les ai Voilà. enregistrés pour Tu l'instant. les as donc, enregistrés, bah moi, enfin franchement, moi j'ai assisté quand même à la plupart des CM, et c'est vrai que par ordinateur, c'est vraiment autre chose qu'en présentiel. Et du coup, voilà, à l'université, on aimerait lutter un petit peu contre ça, contre les inégalités, contre les discriminations qui peuvent être faites, contre le sexisme, contre plein de choses comme ça, parce qu'on trouve que l'université en tant que telle, en tant qu'institution, les principaux concernés, c'est les étudiants et les professeurs. Mais pourtant, en fait, les étudiants, on les entend très peu à l'université. Ils n'ont pas un vrai droit de regard, un vrai droit de point de vue, tout ça. Alors certes, il y a des élections, certes, il y a des représentants, mais elles sont oubliées. Elles sont oubliées par les étudiants, mais parce qu'elles sont aussi peut-être pas assez mises en avant, parce qu'on ne laisse pas aussi la parole une fois dans ces instances aux étudiants, parce qu'on ne leur laisse pas aussi le droit de vote qui est important. Ou bah, au point de vue ça, c'est les institutions qui sont supérieures ne sont pas représentatives de la population de l'université. Ouais, bah en vrai, je pense que en soi, on est quand même un petit peu informé des élections. Enfin, pour l'instant, on n'a rien reçu, mais j'imagine qu'on recevra un mail. On a reçu un mail, hein. On a reçu un mail? Ouais, on a reçu un Ok, mail. bon, bah j'ai dû le supprimer sans. Voilà, mais parce qu'aussi, je trouve qu'on n'est pas assez concerné parce que aussi on laisse pas aussi, parce qu'on n'est pas assez mis en avant au point de vue Ouais. du point de vue Mais- des étudiants. Je pense surtout qu'en fait, on reçoit beaucoup de mails Ouais. avec beaucoup. En fait, D'informations qui sont mais inutiles. Voilà, genre, on devrait pouvoir s'inscrire sur une liste de sondages parce que, genre, limite chaque semaine, on reçoit. Oui, il y a les masters qui font un sondage ou une étude sur des gens. Ouais. Est-ce que ça vous intéresse? J'ai pas participé à un seul en 2 ans. J'ai dû supprimer 50 mails. Déjà, en termes de pollution, en termes de boîte mail, c'est pas terrible. Et ensuite, surplus d'informations. Et du coup, puis après, tu lis plus les mails qui ne te voilà. concernent pas directement. C'est ça. Qui ne concernent pas ton groupe ou les halls de Et puis staff c'est de ça. manière Il y générale. a des groupes qui sont faits. Il y a des mails qui sont envoyés à tous les groupes alors qu'ils concernent 2 groupes. Je vois pas l'intérêt de ça. Ouais, ça concerne 50 étudiants et toute la promo y reçoit. Et c'est vrai que, voilà, après, il faudrait changer des choses comme ça. Et encore une fois, les points de vue qu'on a ensemble, c'est des choses qui sont faciles à mettre en place. Par exemple, comme tu dis, ce genre de choses, c'est pas monstrueux, c'est du détail, mais c'est rien du tout. Et on a sur plein de sujets, on a des propositions qui sont à court, à moyen et à long terme pour le même sujet. C'est-à-dire pour la précarité étudiante, on a un programme qui a été fait pour les prochaines élections, où on propose des choses pour la précarité étudiante maintenant, qui sont à court terme parce qu'elles sont très faciles à mettre en place, des choses qui vont prendre un peu plus de temps pour le moyen terme et même des choses à long terme. En fait, on essaye vraiment de cadrer tous nos sujets dans lesquels on veut vraiment changer les choses parce qu'on estime que c'est important et c'est là où il y a le plus de problèmes. Et en fait, on les essaye à toutes les temporalités pour justement essayer de faire changer les choses petit à petit et de faire changer ce qui est facile à mettre en place du jour au lendemain, ce qui ne va pas impacter va pas renverser le système universitaire. Enfin, je veux dire, ce qui ne va pas renverser l'institution. Et en plus, quand on est ensemble dans le syndicat, le but c'est aussi un peu de lutter contre une institution, de lutter. Après, on lutte pas forcément parce qu'il y a des choses où on est content qu'elles existent, tout ça, mais ce qu'on aimerait qu'ils changent, on lutte parce que le problème c'est que l'institution, elle a son poids et on peut rien lui dire. Ouais. Tu sais, il y a un peu ça, on dit ah non, c'est comme ça, c'est bien, faut pas changer les choses, tout ça, même si c'est pas très bien, c'est pas grave, pourrait y avoir pire, tout ça. On se met toujours, ça pourrait être pire, je trouve. Mais pourquoi pas essayer justement d'améliorer? Parce que oui, ça pourrait être pire. On est déjà content que ce soit comme ça. Mais pourquoi pas encore changer d'autres choses?
Mec, je crois que j'ai un peu bloqué sur ce que tu avais dit tout à l'heure avec la présence dans les cours. Ah ouais, t'as bloqué. Ouais, j'ai bloqué. J'ai eu une idée concrète, je l'ai vu passer, je me suis dit, ok, je m'y accroche. Mais en fait, limite, et je pense que ça vaut un peu, même que ce soit au collège, lycée, on a un trop plein d'informations qui des fois serviront à, genre limite, la majorité des étudiants, ça leur servira à rien. Du coup, t'as du mal à t'y intéresser parce que soit t'es conscient que ça te servira à rien, soit tu vois pas encore en quoi ça pourrait te servir. Ouais, et ça, Mais, c'est vrai que c'est un vrai problème. mais à mon avis, c'est un peu compliqué aussi parce que ben ils ont des programmes à tenir, j'imagine, les profs. Ouais. Après, t'as aussi ce problème des fois que les profs ils ont du mal à mettre de la vie dans leurs cours. Ouais. Et ça, c'est quand même tout un art, ça. Et je suis d'accord. Et bah là, du coup, je trouve que ça va directement impacter sur la formation des profs. Ouais. Parce que la formation des profs, elle va beaucoup se jouer sur la théorie et peu sur la pédagogie. Parce que moi, j'estime en tout cas, parce que j'aimerais me lancer dans professeur des écoles. Okay. Enfin, c'est mon but actuel. Bon, t'as plein de buts, mec, c'est trop bien. Ouais, et j'aimerais être professeur des écoles. Et je trouve que peu importe si tu veux enseigner quelque chose, je trouve que évidemment le savoir est extrêmement important. Et pour moi, il est à l'égal de la pédagogie. Parce que des profs qui sont pas du tout pédagogues, mais ils savent plein de choses. Mais c'est bien de savoir plein de choses. Mais si tu sais pas les enseigner, et tu vois, des profs comme ça qui t'endorment en 5 minutes parce qu'ils font un cours monotone, parce qu'ils font pas participer les élèves, enfin des choses comme ça, surtout quand on est jeune, quand on est plus grand, ça nous dérange moins, et encore que, on s'y habitue. Mais quand on est jeune, on a besoin d'avoir du dynamisme en cours, des choses comme ça. Quand on a des journées de 8 heures de cours au collège ou au lycée, des choses comme ça, c'est des journées qui sont très longues, 8 heures assis sur une chaise avec des cours, tout ça. Et ben voilà, il faut aussi... Et peut-être réduire le temps de cours, s'inspirer de pays dans la semaine, des heures de cours par jour, de s'inspirer par exemple de l'Allemagne ou de l'Espagne, des choses comme ça qui ont un petit peu moins d'heures de cours par jour et par semaine que nous, mais pourtant, sur une année, ils vont en avoir autant. Des choses comme ça, bah, par exemple avoir du cours et du coup avoir un peu moins d'heures de cours parce que des journées de 8 heures de cours, c'est beaucoup trop. Ouais, ça monte des fois jusqu'à 10. Ça peut monter parfois jusqu'à 10. Moi, je me souviens qu'au lycée, j'avais une journée, c'était un jeudi, je crois, ou un mardi. Je commençais à 8 heures, je terminais à 18 heures et j'avais des cours la journée. Mais cette année aussi, j'ai l'impression que c'est encore plus chaotique. On peut commencer à 7h30 et finir à 20h. À 20h, et ouais. Ça m'est arrivé d'avoir cours juste de 7h30 à 9h30 et de 18h à 20h. Je me dis, ben, ok, super. Donc, un mec qui est sur Chambéry, il doit faire le trajet plusieurs fois. Un mec qui d'habitude loge chez ses parents et vient en train le matin, il doit faire 2 fois le trajet dans la journée. Ça, c'est aussi une vraie problématique de l'organisation des cours. Parce que souvent aussi, c'est très compliqué à organiser des cours. Au niveau des salles, des fois, ils choisissent des salles trop petites pour un trop grand nombre d'élèves, surtout dans la situation sanitaire actuelle. Dans la situation sanitaire, c'est vrai que je sais pas, en marketing, je sais pas si on a eu le même problème. On a eu le même problème où la prof, elle arrive et elle te dit le cours est annulé. Ah, bah vous l'avez eu juste après nous, parce que nous, voilà. On l'a eu juste après vous, et la prof, elle arrive et elle nous dit, je viens de me faire choper. Comme quand on était trop nombreux pour la salle, et du coup, il n'y a pas de salle et tout, j'ai pas le temps de chercher de salle. Après nous, et elle fait, c'était un matin. Le cours est annulé. Et on est arrivé comme ça, on a fait bon voilà, mais... Et après, le sujet, mais par rapport à ce que tu disais, par rapport à la formation des profs, je peux que approuver, j'y connais rien, je suis pas prof, mais j'ai une de mes meilleures potes qui est prof d'anglais, et aussi étonnant que ça puisse paraître, et ce qu'elle disait, c'est que souvent, t'as des profs, ils vont au bout de leur formation parce qu'ils l'ont commencé, plus que parce qu'ils en ont vraiment envie d'enseigner, tu vois, et ça, c'est assez problématique, mais ouais, comme tu dis, putain, l'art d'enseigner ou autre, c'est un truc qui demande beaucoup de travail. Je le vois. C'est quelque chose, on l'a vu quand on a enseigné à l'école primaire, je pense que tu l'as vu, c'est vraiment compliqué. Et c'est sans pratique, enfin, genre, personnellement, j'ai jamais rien animé d'autre que mes lives YouTube, si tu veux. Genre, j'ai jamais rien animé, enfin, je me rappelle pas avoir animé quoi que ce soit, en tout cas, avec des personnes en face de moi, tu vois, pour de vrai. Et à la fin du deuxième cours, parce qu'on avait que 2, on a été confinés nous pendant une semaine, le prof il m'a demandé ce que je comptais faire comme choix de carrière. Il m'a dit ça se voit que t'as de l'expérience dans l'animation, et j'étais là en mode pas vraiment, mais ok. Et du coup je pense que cette expérience elle vient d'entre autres YouTube, tu vois, le fait que chaque semaine je pratique et tout ça, mais ça demande beaucoup de pratique et aussi des retours, tu vois, et les élèves, genre aucun prof va demander est-ce que mon cours était bien, tu vois. Et ça pourrait être une bête de solution en vrai. C'est vrai et même juste se regarder, genre moi il y a des erreurs quand je me vois en train d'enregistrer une vidéo, quand je le monte le truc, je me dis mais c'est aberrant.
chiant, mon rythme il est super lent, j'arrête pas de parsemer des tout le temps, c'est insupportable. Et des profs, des fois, ils devraient peut-être se filmer et tester des trucs. Après, j'imagine qu'on n'imagine pas toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur parcours aussi. Ouais, c'est sûr. Mais ça pourrait être une solution. En plus, les profs, en général, ils ont une année de stage. Alors après, parce que aussi, on recrute pas assez de profs. Je pense que déjà, le problème est là. Ouais, mais si on recrutait plus de profs, si on recrutait plus de profs, en fait, on pourrait se permettre une année de stage. Et en fait, cette année de stage, en général, on la redouble jamais. Enfin, on la redouble jamais parce qu'il manque de profs. Et du coup, en général, pour redoubler une année de stage, il faut vraiment être mauvais. Moi, j'ai eu un stagiaire en maths, il faisait des erreurs, mais d'un élève de 4e. Ah ouais. Par exemple, un 2+2, il te faisait 0, quoi. Enfin, je grossis le truc, mais en gros, à l'échelle de nous, en seconde, c'était ça, quoi. Et il a redoublé donc son année de stage. Mais s'il y avait plus de profs, si on recrutait beaucoup plus de profs, on pourrait se permettre du coup de beaucoup plus redoubler ces années de stage pour justement apprendre véritablement la pédagogie. Pour que cette année de stage soit uniquement concentrée sur la pédagogie, sur la construction de comment tu es devant tes élèves. Alors, entre autres, elle sert un peu à ça, mais je pense qu'elle n'est pas assez mise en avant et je pense qu'elle n'est pas assez... Parce qu'encore une fois, on manque de profs. Donc je pense que si on recrute un peu plus de profs avec une année ou deux, voire de stage, ou soit centré que sur la pédagogie. Parce que normalement, le savoir, quand tu as un bac plus 5, normalement dans ton domaine, tu dois l'avoir le savoir. Ou alors tu es passé vraiment entre... juste à chaque fois et en fait tu sais rien, quoi. Mais c'est pas possible normalement en fin de master. Si tu es encore là, c'est qu'il y a une raison. C'est que tu as un bon niveau, tu as bien bossé, donc normalement tu sais plein de choses. Normalement, cette année de stage devrait être consacrée qu'à une seule chose, la pédagogie. Après, elle l'est un peu, mais je pense qu'il y a des modifications là-dessus à faire. Ouais, sans aucun doute. Ok. Mec, parler des autres choses que tu as prévu de faire. Si après, c'est vrai que... Genre, toi, si t'es élu, il se passe quoi en tout premier? Genre, c'est quoi ton objectif? Un premier. Ah, c'est une très bonne question là-dessus. Le premier objectif là-dessus, moi je dirais ce serait de lutter dans un premier temps contre la précarité étudiante et de laisser qu'il y ait une meilleure communication entre étudiants et au sein des universités. Actuellement à la fac, je trouve. Ce serait les premières choses à faire, à construire de véritables dialogues entre l'institution et les étudiants. Parce que c'est par là qu'on peut changer les choses et qu'on peut voir s'il y a des problèmes. Bah ouais, de toute façon, c'est important les retours. Genre, toutes les entreprises, elles ont des retours clients. Ouais. Une université, ça a un peu le même fonctionnement qu'une entreprise quelque part, donc c'est important aussi qu'il y ait des retours. Il y ait régulièrement des retours et que les professeurs et les dirigeants ne soient pas fermés à ces retours et ne se rejettent pas la faute. Avec moi j'ai tel statut, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Un peu ce qu'on a eu un peu aux réunions d'entrée avec le président Staps. Je sais pas si t'as eu ça un peu. Oui, quand il nous avait dit quoi à propos des mails, tout ça. Et moi je trouvais c'était en fait ce que j'ai appris, tout ce qui s'était un petit peu passé là. En gros, il y a eu un problème avec un prof. En fait, si tu veux, les étudiants ont envoyé des mails, tout ça, et en fait tout le monde se rejetait la faute. Et au bout d'un moment, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé directement un mail au président de l'université, alors qu'ils étaient passés d'abord par le président Staps. Mais comme ils se sont tous entre eux rejeté la faute, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Du coup, c'est monté jusqu'au président de l'université, et après. Ça, c'est presque une question de mentalité. Il y a trop peu de gens qui acceptent et de du se coup, je remettre en trouve que question. du coup, modifier justement ce dialogue vraiment entre les étudiants et l'institution et ceux qui la représentent. Faut vraiment qu'il y ait un véritable dialogue qui soit construit et qu'on puisse faire le parcours ensemble. Après, on verra comment ça se fera, tout ça, parce qu'après, il y a plein de... avec tout ce qui est la situation sanitaire, tout ça, donc il y a aussi d'autres problèmes qui sont soulevés, et je pense que ça, en fait, la situation sanitaire accroît les problèmes qu'il y a. Ok, oui, certainement, en vrai. Surtout, ce qui m'a paru aberrant avec la situation sanitaire actuelle, c'est au resto universitaire, ils avaient fermé une moitié du restaurant, alors qu'on avait besoin de plus de place et qu'on interdisait une place sur 2. J'étais là, mais c'est bizarre quand même. On est passé du place normale à diviser par 4 carrément. Ouais, c'était ça. Après, je pense qu'ils essayent d'éviter au maximum la propagation dans au sein de l'université, et ça devient très très compliqué. Et je pense que après c'est qu'un avis, mais je pense que bientôt l'université on va fermer quasiment. Je pense qu'il y a des chances. Parce que quand tu vois que nous en sport, on a fait j'ai boxe française. Ouais. Ce semestre, et là j'ai eu mon premier cours récemment, on a dû faire une séance de 2 heures de sport avec un masque. Ah ouais? Ouais. Nous, même en judo, alors qu'on se chope les uns par les autres,
On n'a même pas de masque. On a dû mettre le masque et même le prof a eu une réaction que je trouve personnellement adhérente, donc comme on le cite pas, au moins je peux la dire. Ouais. Il a dit au moins si, comme vous travaillez que par groupe, au moins s'il y a un cas ou un cas contact dans le groupe, enfin dans toute notre classe, et ben on pourra juste enlever ceux qui étaient ensemble, on pourra confiner juste ceux qui étaient ensemble en boxe française. En soi, Alors oui. que oui, mais en fait c'est totalement illogique parce que on a plein d'autres cours de sport et en soi, Oui, c'est ça. et en soi c'est pas possible. C'est- Et on sait très bien que dans il les faut- faits, ouais. ça se passera jamais ça. Et en plus même, je vais même plus loin, de faire cours avec un masque, c'est dangereux pour les étudiants. Ouais. Il y a eu plusieurs cas de problèmes respiratoires et de malaise et même décès à cause de pratiques sportives avec un masque. Est-ce que tu es sûr que c'était nécessairement lié au masque? Nécessairement, pas forcément. Je veux dire, Je est-ce ne que sais ça pas se encore serait pas vraiment. produit sans Ça, le c'est- masque? Et en fait, le problème, c'est que avec le masque, tu fais du sport, c'est rare. Tu vois, tu ferais une séance de sport avec un masque. J'ai fait, Et- l'autre jour j'ai eu trail, Voilà. j'ai gardé le masque au début, mais après j'ai eu un peu du mal quand même. Et t'as du mal parce que au niveau cardio, au niveau respiratoire, t'es en manque d'oxygène littéralement. Je sais pas si t'es vraiment. Enfin, je sais pas en s'il y a un mode manque d'oxygène, toxicien. faut Il vraiment me voir. semble qu'il y avait des gens qui avaient montré justement qu'il n'y avait aucune différence, mais j'ai l'impression que moi c'est plus en termes de chaleur de l'air. L'air il m'arrive déjà chaud Ouais, ou des choses comme et ça. du coup- C'est et plus du coup- ça qui me gêne moi. Et du coup, en personnellement. plus, t'as un sentiment d'oppression, enfin, de plein de choses comme ça. Ça, je veux bien l'entendre, ok. Et du coup, quand avec ta pratique sportive, chaque fois que tu respires, t'as l'impression que t'as avalé ton masque, enfin, Ouais, des ça, choses comme ok. ça et tout, parce que t'as des respirations qui sont fortes. Et quand tu fais du sport, c'en est même un jour. Après, sans parler d'aller jusque-là, sauf que, voilà, des choses comme ça. Donc, je pense que l'université va bientôt fermer, enfin, des choses Ouais, comme ça. Ça risque de faire comme ça, ou on va nous supprimer les heures de sport, tout ça. Ouais. C'est très compliqué. Mais je pense que tout ça. Et pareil, je crois qu'il n'y avait pas le resto universitaire qui n'est pas fermé le soir, il n'y a pas quelque chose comme ça. Alors, il a été fermé jusqu'à, il me semble, il y a 3-4 semaines max. Ah, ok. Mais il a ouvert, ouais, Il a ouvert. Eh ben, fin septembre, voilà, je des crois, choses comme début ça. octobre. Pourquoi le fermer? C'est une excellente question, j'en ai aucune idée. Pourquoi le fermer Mais alors je que crois qu'ils beaucoup- étaient même pas au courant parce que j'en avais parlé, je crois que j'en avais parlé à mes parents, ils se sont sentis obligés d'appeler directement pour savoir. Et il y avait des gens qui étaient même pas capables de leur répondre, tu Ouais. vois. Et je trouve qu'en plus, au niveau, par exemple, précarité des étudiants, ceux qui habitent près de l'université, dans les croix, comme ça, ils ont besoin. Ils ont besoin de ça parce que ça coûte moins cher Cela dit, niveau précarité étudiante, c'est quand même génial ce qu'ils ont fait, des repas à 1 euro pour ceux qui sont boursiers. Ça, j'ai trouvé ça, c'était une très très bonne C'est génial, initiative. ça, ouais. Et ça, j'ai trouvé ça absolument génial pour le coup. Et Je suis déçu que c'était pas l'an dernier, parce que l'an dernier j'étais boursier et puis cette année, mais voilà. Et ben, n'empêche que ouais, c'est génial en vrai. c'était génial de faire comme ça parce que, encore une fois, on aide. Et même au point de vue des bourses, parfois les bourses, c'est très bizarre ce qui se passe. Comment elles sont attribuées, Comment elles sont ou autre. attribuées, des choses Ouais. comme ça. Des choses comme ça. Par exemple, voilà, j'ai plusieurs exemples comme ça de personnes entourage, tout ça, qui n'avaient pas le droit aux bourses, alors que les parents touchaient moins d'argent que ceux qui avaient des bourses. Ok. Le système boursier, je pense, c'est des choses comme ça. Mais dans tous les cas, ce truc de repas boursier à 1 euro, c'était génial. Ouais. Et d'avoir ouvert le resto U, je pense que pour beaucoup d'étudiants, le soir en tout cas, pour beaucoup Ouais. d'étudiants, c'est vraiment bien. Ceux qui habitent près de l'université, des choses comme ça, en général, sans parler de. Il y a quand même pas mal d'étudiants, sans parler de grosse précarité, qui n'ont pas forcément énormément d'argent. Ou au moins, sans qu'ils soient boursiers forcément, mais qui n'ont pas forcément énormément d'argent. Et au moins de se dire, le soir, j'ai un repas complet. Parce que le problème, c'est aussi quand on sombre dans la précarité, on se nourrit mal, on a une mauvaise nutrition. Oui. Et du coup, après, on va commencer à avoir du surpoids, enfin plein de choses comme ça, on fait de moins en moins de choses, et après, c'est un cercle vicieux. Au moins d'avoir à l'université un repas, et dans tous les cas pas cher, encore moins quand il est à 1 euro, mais un repas qui est complet, je trouve que c'est vraiment important pour le coup. Ouais, niveau restaurant, on est quand même plutôt bien servi. Ouais, Genre, ça va. enfin, je trouve qu'en tout cas, on mange très bien, et plus qu'abordable, et plus que bien, en fait. Enfin, moi, je crois qu'il est même moins cher que quand j'étais à ma cantine au lycée. Hein. C'est possible, j'en ai aucune idée personnellement. Je m'en souviens plus parce qu'en plus, il a augmenté le prix Ok. au lycée. Mais je crois que c'était. Je demande le prix du repas, mais je sais qu'il me semble qu'il a bien été au-dessus. Et donc, au moins, tous se nourrir. Ceux qui sont vraiment dans très très grande précarité. Mais au moins, on peut avoir 2 repas par jour qui sont bien. Ok. Ouais, bah, carrément. Bon, mec, on a bien parlé. Est-ce que tu as envie de parler de quelque chose en particulier? Bah, je crois qu'on a fait le tour. Après, je t'avais dit, voilà, c'était les 2 sujets qui me semblaient que j'avais envie de parler, qui me tenaient à cœur. Je pense qu'ils pouvaient intéresser les gens aussi à ça. Ouais. Et je pense qu'aussi, les étudiants, si vous êtes étudiant et que vous avez envie de vous engager, en fait, je pense qu'il ne faut pas hésiter.
Ouais, passer à l'action, c'est toujours Bah, bien. passer à l'action, c'est bien. Et puis en plus, encore une fois, ça, tu rencontres d'autres personnes. Et Ouais, moi, c'est franchement, ça. j'ai fait des super rencontres. Des gens qui sont vraiment géniaux, tout ça, qui ont envie de faire des choses, tout ça, qui sont ouverts d'esprit, plein de choses comme ça. Et tu rencontres vraiment plein de personnes. Je pense que c'est important Hmm. de rencontrer d'autres personnes, tout ça, qui font pas du tout les mêmes études que toi et tout. Et tu peux vraiment te rendre compte de la vraie proximité. Ouais, grave. Bah du coup, si le programme de Baptiste vous intéresse, c'est quand les élections? Est-ce que t'as la date ou pas? Je me souviens plus exactement de la date, mais en tout cas, c'est en novembre. De Ok. toute Fin façon, novembre? ouais, c'est mi-novembre, enfin, autour du 20 novembre, comme ça. Ok, mec, Enfin, du coup, je me souviens plus exactement, mais dans tous les cas, après, au sein de l'université Savoie-Mont-Blanc, bah, j'en parle en cours, enfin, des choses comme ça. ouais, ouais. On essaie vraiment, après, je vais pas mal d'autocollants, tout ça, donc je pense qu'on va s'y mettre tranquillement. On a une réunion qui est très importante lundi prochain, malgré le confinement, Ouais. Covid, tout ça, on est obligé pour le coup de se réunir. On va Ouais. faire attention. Mais c'est une réunion qui est très importante parce qu'elle est en lien directement avec les élections, au point de vue des listes, et Ok. affiner les programmes des professions de foi qui sont rapides, faciles à expliquer pour eux. Facile à expliquer. Ok. Du coup, ce podcast, j'en sors un demain avant, mais il sortira vendredi d'après. Du coup, ça doit être vers le 31 octobre, un truc comme Ouais. ça, je crois. Donc, ça aura le temps de partager un petit peu tes Ouais. idées, j'imagine. Donc voilà, si le programme de Baptiste vous a convaincu, et ben voilà, USMB, ça se passe ici. Et sinon, j'invite dans tous les cas à forcément se renseigner des programmes aussi des autres. Ouais, C'est je pense toujours très je pense que important. c'est vraiment important. Ça, dans tous les Mhm. cas, je pense que c'est important de juste regarder. Et même de voter en plus. Ouais, aussi, ouais. Je crois que l'année Bah dernière. si on a un truc qui nous plaît, tu vois, je Ouais, veux dire, évidemment, il faut pas faut- voter parce qu'il faut voter. ouais, Je c'est pars de ce ça. Il faut principe-là. pas voter pour Mais je pense celui qui nous que plaît enfin celui qui nous déplaît le moins, tu qui vois. déplaît le moins de pas voter par ça, mais je pense que dans tous les cas, il y a forcément des programmes étudiants, des idées étudiantes qui peuvent vraiment nous toucher, à titre personnel, Ok, en ouais, fonction ouais. de l'expérience qu'on a. Ok, bon, du coup, moi ce que j'aime bien faire en général quand je fais un podcast, et je pense que tu vas pouvoir m'apporter une réponse intéressante, c'est est-ce que tu as des références à partager? Ça peut être un livre qui t'a plu, ça peut être une personne, une idéologie, même une photo, ça peut être vraiment n'importe quoi. C'est le moment où tu balances des références si on veut se renseigner sur tel truc. Sur n'importe quoi. Sur n'importe quoi. Ah ouais. Ah, des choses comme ça. Oulala. Je sais pas, peut-être le livre qui t'a le plus plu, qui t'a le plus instruit, un film qui t'a marqué dans son idéologie. T'as le droit de pas en avoir, il y a des gens qui en Moi, ont je pas. dirais V pour Vendetta en film. Ok, ouais. Assez classique et assez ancien, mais en film, je pense que il donne de l'espoir. Ouais, Enfin, je l'ai revu il y a pas longtemps. Enfin, et, je l'ai vu il y a pas longtemps. Et, je le trouve vraiment, déjà au point de vue acteur, c'est magnifique. Enfin, les acteurs sont excellents. C'est un film qui est pourtant assez vieux, je sais plus de quelle année il est, ouais, il est vieux, ouais. mais Ouais. il commence à prendre plein de l'âge, et je trouve qu'il est encore plus d'actualité que quand il est sorti. Ok. Je trouve. Après, et je trouve qu'il donne vraiment de l'espoir. Enfin, tous ceux qui ont envie, qui ont des idées, des choses comme ça, je trouve que ce film est beau. Ouais. Au point de vue livre, On n'a pas comme ça ouais, qui j'ai viennent. pas comme ça de plein de lectures qui m'ont fait avancer, mais après vraiment une lecture marquante comme ça, Ok. forcément. Pas de soucis. Moi, je dirais vraiment, D'accord. c'est un film, s'il y avait une référence à dire, ce serait ça. V pour Ok. Vendetta. Mec, je sais pas si c'est dans le même style que V pour Vendetta, mais je te conseille Fight Club. Pas Fight Club. Fight Club, c'est aussi un autre truc qui est à ça. C'est une série qui s'appelle Mister Robot. J'ai trop kiffé. Ouais, ça Ouais, il y a marche, beaucoup de j'irai séries. un peu. C'est quand même assez long, il y a plusieurs saisons, hein, mais c'est vraiment très très bien. Et ça a un peu cette idée de remettre pas mal de choses du système en question. Donc voilà. Moi, c'est en lien directement avec avec ce dont on a parlé. Ok. Bon, bah mec, du coup, très cool. Ouais. Merci d'avoir accepté, entre C'était autres, avec ce plaisir. podcast. Et puis peut-être qu'éventuellement on en refera un quand tu seras Bah, devenu président de l'USMB. Euh, mais, euh, mais voilà, du coup, je te souhaite vraiment, en tout cas, que du bonheur dans tes projets. ça T'as l'air marche, d'en avoir pas merci mal beaucoup. et Ouais. cool. Bon, on va essayer. Ouais, grave. Et puis, ben, du coup, bah, certainement à la semaine prochaine pour ces auditeurs ou viewers. Ouais. Et puis voilà. Et puis, ouais. Ciao! Salut, merci beaucoup.